Le Sales Enablement est la mise à disposition d'outils d'aide à la vente. Mais c'est aussi et surtout une manière d'accompagner le processus avec méthode. Plus encore, derrière cet outil, ces processus et cette méthode, nous devons considérer les humains qui font la transaction, avec une mention particulière pour la nécessaire collaboration entre équipe marketing et commerciale. Tel était le sujet du débat du 22 septembre que Visionary Marketing et Social Selling Forum ont organisé dans les locaux de notre client, Transparence, Seismic, à Paris et en live sur Zoom et les médias sociaux. Celui-ci a permis de mettre à jour les super pouvoirs offerts aux commerciaux par les nouvelles technologies de la Sales Tech, Sales Technologies ou technologie de la vente en bon français. Nous observons en effet un véritable décollage de cette catégorie similaire à ce que nous avions vécu par le passé dans le domaine de la MarTech, Marketing Technologies. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le Sales Enablement, un levier pour l'expérience commerciale. Avec un résumé de nos débats du 22 septembre 2022, poursuivi avec une intégrale de l'enregistrement de cet événement, si vous avez envie de l'écouter en intégrale. Voici donc un bref résumé des points principaux que nous avons retenus de cet événement, en sachant que le replay est disponible dans la vidéo associée à notre post, également sur notre chaîne webinaton.com, comme un marathon, mais du web. Les intervenants de notre événement sur le Sales Enablement étaient les suivants. Tout d'abord, Julia Cam. Julia est directrice marketing chez HubSpot, l'éditeur bien connu de CRM et de logiciels pour les équipes marketing, de vente et de service client. Elle est cliente de Seismic et fervente utilisatrice du Sales Enablement. Selon elle, les super pouvoirs des commerciaux sont, je cite, bien évidemment, un sujet très important pour HubSpot. Son sujet de prédilection est l'alignement marketing et vente, et c'est pour cela qu'elle était présente à cet événement. Bruno Deleuzen, coach de vente B2B au sein de sa société Friday Link, s'est présenté lui-même comme un ingénieur qui a mal tourné puisqu'il s'est mis à faire de la vente. Depuis une vingtaine d'années, il pratique le coaching commercial en tant que tel. Il aide les entreprises à développer leur business, à vendre plus et à vendre mieux. Romain Francia est vice-président pour l'Europe du Sud chez Seismic, commanditaire de cet événement. Il nous a prodigué ses conseils en parlant essentiellement de ce qui change, ce qui évolue dans le métier des commerciaux et leur alignement avec le marketing. Enfin, Laurent Malderez est le représentant français de la Sales Enablement Society. Il est basé à Toulouse et c'est depuis Zoom qu'il est intervenu. La Sales Enablement Society est une association qui s'est créée en 2015 aux États-Unis. Selon lui, nous sommes entourés d'un grand nombre de solutions nouvelles. Celles-ci permettent d'aider efficacement les commerciaux à améliorer leur productivité et leur performance, nous dit-il. Sa motivation pour la fondation du chapitre français de l'association, proposer un levier pour l'expérience commerciale. L'introduction de cet événement a été faite par François Pichon, directeur marketing de Seismic, que vous entendrez dans l'enregistrement intégral. Alors tout d'abord, j'ai réalisé un résumé de l'historique du Sales Enablement en remplacement de Gérald Carsanti, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Mon intervention peut se résumer ainsi. Tout d'abord, si le Sales Enablement est une discipline assez nouvelle, la création d'outils pour les commerciaux remonte à très longtemps. J'y ai participé dès les années 80. Cette panoplie d'outils s'est cependant professionnalisée et les applications que nous avons à notre disposition aujourd'hui sont incroyablement plus puissantes que tout ce que nous avons eu par le passé. Drew Larson et John Aiello de Savo, une société rachetée par Seismic en 2018, sont responsables de l'invention de ce terme de Sales Enablement en 1999. On peut donc dire d'une certaine manière que nous étions dans les locaux de l'entreprise qui a créé cette catégorie du Sales Enablement. Si le Sales Enablement s'est beaucoup développé au début des années 2000, il commence seulement à prendre son essor en France, même si ce retard est en train d'être rattrapé. En effet,
Le Sales Enablement est indéniablement le sujet de prédilection en ce moment dans le domaine de la vente en B2B. J'ai souligné également que ce concept d'enablement, qu'on pourrait traduire par facilitation en français, est en train d'évoluer bien au-delà de la vente, pour inclure notamment la finance par exemple, le recouvrement, le support client, enfin bref, tous les gens qui sont face à un client. Le lecteur se doit de comprendre que le Sales Enablement n'est pas simplement une affaire de référentiel de contenu, mais bien une philosophie, et même plus qu'une philosophie, une méthode au service de l'efficacité commerciale. Cette méthode doit en outre coller au plus près du processus de vente. J'ai également fait remarquer que ces processus de vente étaient variables, car la vente B2B est fonction des secteurs et des entreprises. Et je vous donne d'ailleurs dans l'article un lien vers un autre article qui vous donne plus de précision à ce sujet. Suite à ce discours d'ouverture, nous avons ensuite débattu sur ce sujet de la place de la technologie dans l'efficacité commerciale, en commençant par définir ce terme de super pouvoir. Nous avons donc demandé à chaque intervenant de donner son opinion sur ce terme. Tout d'abord, Romain Frangia a souligné que par super pouvoir, vous devriez entendre ceux qui permettent de signer des deals. Et oui, après tout, il vaut mieux commencer par là. Et d'ajouter, Dieu sait qu'aujourd'hui c'est difficile. Tout d'abord, avec le Covid, a-t-il souligné, la plupart des forces de vente ont dû se digitaliser du jour au lendemain et faire de la vente hybride. Cela a accéléré un mouvement de fond et on se retrouve aujourd'hui à devoir répondre à des attentes auxquelles les forces commerciales n'étaient pas forcément prêtes, nous a-t-il dit. Si le Sales Enablement n'est pas le même selon le secteur, nous observons néanmoins une tendance de fond, c'est que les acheteurs sont dans l'attente d'une expérience de vente, a poursuivi Romain. En tant que consommateurs, ils utilisent des moteurs de recommandation extrêmement puissants. De même, ces acheteurs s'attendent à ce que l'expérience qu'ils ont quand ils ont un contact avec une entreprise soit du même niveau. Cette poussée qualitative de l'expérience de vente demande des efforts de la part du commercial. D'ailleurs, nous y reviendrons le 18 octobre en dédiant un événement à la montée en compétences des commerciaux et à la formation. Bruno Dolzen est ensuite intervenu pour expliquer qu'il était tout à fait en phase, qu'un client, quand il commençait à parler avec un commercial, avait déjà fait pas mal de chemin et qu'il attendait autre chose que simplement de l'information. Pour Bruno, il ne faut pas se tromper de combat. On n'en est plus à expliquer le fonctionnement d'un produit. Le cœur de la vente s'est en effet déplacé vers la qualité des interactions, je le cite, ce sont elles qui vont permettre de co-construire un projet. Et pour cela, le vendeur aura pour mission d'embarquer le prospect avec lui. Parmi ses super pouvoirs, notons ce qu'il a appelé la capacité de se téléporter, traduisez par là la vente à distance par écran interposé. Cette technologie offre de véritables super pouvoirs, nous dit-il, avec un don d'ubiquité puisque l'on peut parler avec davantage de personnes en même temps. Ceci permet par exemple de faire intervenir des personnes supplémentaires dans une affaire. Cela n'était pas possible auparavant, nous dit-il. Julia a souligné que son corps saignait quand elle recevait un énième message sur sa boîte LinkedIn qui lui disait qu'elle n'avait pas répondu aux 3 messages précédents. Elle travaille avec des commerciaux et elle comprend leur douleur, mais les clients n'ont plus la bande passante pour répondre à tous ces messages, a-t-elle ajouté, et je vous renvoie vers nos travaux sur les fameux bourrins de la vente. Des super pouvoirs qui passent par l'adaptation de sa communication, nous dit Julia. On reçoit en moyenne 30 messages ou plus sur les réseaux sociaux. La personnalisation est incontournable pour faire la différence. Laurent Malderez est d'accord également sur ce nécessaire changement de comportement des commerciaux. Les technologies de la sales tech rendent cela possible car elles permettent de casser le paradigme habituel, nous dit-il. Ce que les clients veulent, c'est d'être véritablement accompagné. Laurent est également d'avis que ces super pouvoirs viennent de la data. La vente n'est au fond que du traitement de l'information, nous a-t-il dit. Et ces informations sont disponibles sur les réseaux sociaux, dans les groupes, dans les associations, même si elles sont encore difficiles à capter. Voilà l'enjeu de demain, nous dit-il. Cet aspect de la data parlait également à Romain qui pense qu'il serait bon d'arriver à deviner ce que le prospect veut, connaître sa démarche de recherche et anticiper ses problèmes actuels et futurs, de façon à arriver avec ce qu'il veut avant même qu'il s'y attende.
Une projection sur l'avenir de la technologie qui n'est pas de la science-fiction, mais une simple anticipation, car c'est une attente forte de la part des commerciaux et des acheteurs. Le débat a ensuite rebondi sur la place de la technologie dans l'efficacité commerciale, avec Bruno qui a insisté sur le fait qu'une grosse partie du travail du commercial consiste à transformer un intérêt en projet, donc quelque part d'aider son client à acheter. On parle beaucoup des processus de vente, et moi je préfère parler de processus d'achat, ajoute Bruno. En effet, ce sont les prospects qui bougent, et ce sont eux qui signent. Une remarque importante qui nous remet la question de la technologie à sa place, et qui oblige à réfléchir au-delà. Julia a poursuivi. Réfléchir à son audience cible, à ce qu'elle veut, et trouver le meilleur moyen pour l'intéresser est un impératif absolu, nous dit-elle. Comment allons-nous attirer ce prospect ? En créant un contenu plus spécifique et plus sectoriel et segmenté, nous dit-elle. Après cela, un humain devra prendre son téléphone. Car c'est l'humain qui va réussir à ancrer le message commercial dans son auditoire, nous dit Julia Cam. Laurent Malderez croit sincèrement pour sa part que la technologie n'a pas fait mourir les commerciaux, malgré Forrester Research qui prédisait qu'1 million de vendeurs allaient disparaître. On attend toujours, nous dit-il, et ils ne sont pas morts. Les acheteurs sont très demandeurs d'interactions humaines, a-t-il précisé. En revanche, dans les interactions, ils sont devenus plus exigeants et ils réclament de la qualité, de la valeur ajoutée dans les échanges, ajoute-t-il. La technologie n'est en rien un prétexte pour se débarrasser des commerciaux, mais plutôt un moyen d'offrir plus de valeur aux clients. Suite à une remarque du public, nous avons posé la question « La vente consultative constitue-t-elle un pont possible entre technologie et humain ?» Bruno a souligné la justesse de cette remarque. On travaille avec le client, on construit quelque chose avec lui, donc je suis tout à fait d'accord avec cela. Bruno observe une évolution de la vente qui est de l'ordre du coaching. L'humain derrière les outils est incontournable, a-t-il ajouté. Julia est également en phase avec cela quand elle dit que le commercial se doit de comprendre les problématiques de ses clients. Pour entrer en co-construction avec ses clients, nous dit-elle, le vendeur doit comprendre l'écosystème dans lequel il se situe. Il doit aussi connaître son entreprise et personnaliser son offre pour que celle-ci devienne la meilleure possible. Romain Frangia a décidé de nuancer quelque peu le propos. Il a travaillé dans diverses sociétés aux cultures très commerciales. Elles embauchaient des vendeurs qui n'étaient pas forcément capables d'adopter une démarche de conseil. À l'inverse, il a aussi œuvré pour des entreprises dirigées par d'anciens consultants qui voulaient que des commerciaux deviennent des tiers de confiance. Tout dépend du type de vente selon lui. Si on prend le secteur de la technologie, les acheteurs n'ont pas forcément besoin de conseils tout de suite. Ils sont très autonomes, ajoute-t-il. Les choses évoluent très vite. Je connais des sociétés aux US qui vendent en ligne de l'infrastructure avec des contrats d'1 million d'euros. Nous n'avons pas fini de voir les choses bouger dans ce monde de la vente B2B. Autre question du public sur l'importance des personas, sur l'approche commerciale en liaison avec les technologies de la vente. Romain Franzia pense que la difficulté est d'arriver à savoir à qui on vend. Pas uniquement un secteur, ni une entreprise, mais une vraie personne. Bruno ressent également l'importance du persona. Il le nomme « portrait robot du client idéal », alors que Julia pense qu'il faut également savoir analyser et comprendre les personas pour parler aux clients dans leur contexte. Et c'est là sans doute que le bas blesse, nous a-t-elle confié. Laurent Malderez a nuancé un peu cette importance des personas. Ces personas sont certes importants pour bâtir des mots-clés et des argumentaires en fonction des différents interlocuteurs. Mais en France, les marketeurs réalisent souvent ces personas de manière trop caricaturale. Alors, je vous ai fourni un exemple dans l'article de persona caricatural issu de notre cours, celui qu'on a créé avec Yves Blandiot et qui s'appelle « Renverser la logique de la vente ». Vous verrez d'ailleurs que c'est un persona plutôt américain d'ailleurs que français, mais enfin bon, effectivement, les personas, ça peut être très caricatural. Il vaut mieux éviter. Autre question du public qui nous a mis sur la piste de la fameuse collaboration vente-marketing, un sujet central dans le Sales Enablement et sa mise en œuvre. Tout à peu près a déjà été dit sur cette collaboration, mais Bruno fait remarquer qu'on peut, grâce aux technologies, aller bien au-delà du simple rapprochement entre ces deux entités. Cette collaboration peut aller au-delà du couple vente-marketing, nous dit-il.
en incluant des personnes qui vont au-delà de ce métier, comme les membres de la R&D, qui ont une valeur à apporter dans le processus de vente. Cela permet parfois de faire la différence, a-t-il précisé. Bon, j'ai vu aussi des fois l'inverse, mais bon. Romain pense également que la collaboration entre le marketing et la vente est indispensable, et cela passe par le contenu. Mais ce contenu doit être consulté. Nos statistiques montrent que les commerciaux utilisent 60% du contenu marketing moins d'une fois, nous dit Romain Frangia de Seismic. La question principale est celle-là, nous dit-il. Le marketing a-t-il raison d'investir 6, 10 ou 20 heures pour produire un PowerPoint ou une vidéo quand on sait que ce contenu ne sera vu que par une personne? Dans un projet de Sales Enablement, cette question de l'efficacité du contenu est incontournable, nous a averti Romain. Laurent Malderez soutient qu'il convient de combler le fossé entre marketeurs et vendeurs. Les hommes de marketing connaissent les études et sont prêts à les partager avec les commerciaux. Ce niveau d'information permet de se différencier commercialement, insiste-t-il. Une collaboration entre marketeurs et vente que Bruno appelle de ses voeux également. Les contenus attendus par les clients et qui sont efficaces sont ceux qui vont impliquer l'acheteur et auxquels il va pouvoir collaborer, nous dit-il. Le pitch de vente classique et descendant ne marche plus. Un esprit de collaboration que le marketing doit, selon lui, inclure dans ses contenus. En conclusion, Romain Frangia a insisté sur l'importance de la montée en compétences du commercial. C'est ce qui permet d'assurer la réussite du Sales Enablement, nous a-t-il expliqué. Quand on accueille un nouveau commercial dans une équipe, on ne peut se permettre d'attendre 6 mois pour qu'il soit productif. C'est une contrainte du marché et une attente des acheteurs également. L'apport de la technologie est important dans ce domaine. Une excellente conclusion qui me permet de faire une transition vers l'événement du 18 octobre. Ce nouveau débat sera dédié à la formation des commerciaux et leur montée en compétences. Et pour s'y connecter, c'est facile. Il suffit de faire visemktg.info/live 18 10 22. Tout ça en majuscule, live 18 10 22, à la suite de visemktg.info/live 18 10 22. Voilà, à bientôt. Je vous laisse maintenant en compagnie de tous les intervenants de ce webinaire dont nous avons enregistré intégralement le son. Donc si vous êtes parti pour un trajet au long cours, rassurez-vous, vous avez de quoi vous occuper pendant 1h30. Bonne écoute. François Pichon qui est à l'origine de cette session. Alors pourquoi tu as voulu faire cette session? Dis-nous tout. Merci pour cette intro, Loïc. Eh bien, écoute, on a voulu faire cette session parce que on s'aperçoit qu'il y a encore un gros décalage sur la notion, la connaissance et la mise en pratique du Sales Enablement entre les pays anglo-saxons, essentiellement les États-Unis, Yann en parlera juste après, et le marché français. On commence à voir poindre des initiatives, des rôles qui commencent à se mettre en place, mais ça reste encore, je pense, vraiment une question dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup d'entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette matinée dédiée au sujet. Et première chose. Deuxième chose, on a voulu le faire en mode hybride. Parce que depuis qu'on a eu les années Covid, l'hybride est maintenant dans nos vies. On est tous quelque part on travaille tous les jours en mode hybride. Et je pense que c'était important de matérialiser ça aussi sur le sujet Sales Enablement et d'avoir vraiment un événement qui pouvait pallier et concilier ces deux mondes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup François, c'est toi qui es à l'origine donc de cette session. Encore une fois, merci de la part de Yann et de moi-même qui sommes les organisateurs. Et moi, je suis à la technique aujourd'hui. Moi, je suis d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur du Social Selling Forum, qui est un forum sur l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre. Et on en est au 96e la semaine prochaine. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Yann, sur ce sujet, et c'est lui qui va faire le maître de cérémonie, etc., on va d'abord passer en revue nos différents panélistes. Donc je vais commencer par passer la parole à Julia Clam, qui est là, vous la voyez là, regardez, vous allez la voir en grand, presque. Julia, tu es venue ici, pourquoi? C'est quoi ta raison d'être professionnelle à toi? Il faut prendre le micro, attendez, mais les gars, alors pourquoi il enlève Il faut toujours prendre le micro et le mettre en dessous du menton, légèrement. Okay. En dessous du menton, légèrement. Voilà. Vas-y, Julia. Il est en marche, il n'est pas en marche? Le deuxième micro. Ah là là,
Il a arrêté le micro ? Voilà. Voilà, super. Hein. Parce que sinon, ici, ils t'entendent dans la salle, mais sur Zoom, ils ne t'entendront pas. Hein. Bonjour à tous, bonjour aux gens qui nous rejoignent en ligne. Je suis directrice marketing chez HubSpot. HubSpot, c'est un CRM et des logiciels pour les équipes marketing, de vente, de services clients, mais également des équipes d'opération. Et on s'entend très bien avec les amis Seismic, on travaille ensemble, nous on utilise aussi Seismic en interne, et le sujet du Sales Enablement, les super pouvoirs des commerciaux, est bien évidemment un sujet très important pour nous. On parle en général d'alignement marketing, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bon, alors ça c'est le client du commanditaire, hein, vous avez remarqué, hein, aussi. Hein. Mais Julia, c'est une pro du marketing depuis des années. Regardez son profil LinkedIn, vous verrez tout ce qu'elle a pu faire. Et HubSpot, quand même, ça le fait, quoi. Hein, HubSpot. Merci beaucoup. Alors, pas à côté de Julia, juste à côté, de l'autre côté, là, on a un vendeur cette fois-ci. C'est l'inverse. Notre ami Romain, alors lui, c'est le vendeur absolu. J'ai regardé qui il était sur Romain Francia sur LinkedIn. Quand vous regardez ce qu'il met dans ses infos, vous dites, il n'y a jamais vu un vendeur aussi successful que lui, comme il dirait aux États-Unis. Hein. Alors toi, ta raison d'être, c'est quoi, ouais, c'est gentil. Non, avec une intro comme ça, c'est parfait. Je sais pas quoi dire. En fait, moi aussi, j'ai vu la lumière. Je pensais qu'on était sur un webinaire sur les cryptos. Donc, je sais pas ce que je fais ici en vrai, mais voilà, on va quand même discuter un peu. Donc oui, je suis aujourd'hui à Régional. Donc, je suis à Regional VP, donc Regional Vice President pour l'Europe du Sud, chez Seismic, donc commanditaire de l'événement aujourd'hui. Et je vais essayer de pas faire trop de promos pour Seismic, mais plutôt parler du Sales Enablement. J'ai eu des consignes, on a eu un script, je vois thumbs up. On va plutôt parler de ce qui change, de ce qui a évolué dans le métier dans le métier des commerciaux et leur alignement avec le marketing. Voilà. Ouais, alors moi je t'ai rencontré à B2B Summit il y a quelques semaines et j'étais tombé sous le charme, hein, je te le dis quand même, parce que pour un commercial, tu es manifestement un très bon commercial, effectivement, je le dis. Ça y est. Merci. Je te connais pas, on se connaît pas, hein, je fais de la promo sans le connaître, Romain. Alors, on n'a pas payé pour ça, je tiens. On continue. Mon ami Bruno, alors Bruno Deleuzen, hein, dites bien Bruno Deleuzen et pas autrement. Et lui, en ce moment, il fait beaucoup le chantre depuis un an ou deux de ce qu'on appelle le remote selling, ou la vente à travers un écran, la vente à distance, etc. Il fait de la formation, du conseil, c'est un spécialiste de la vente depuis des années. Hein. C'est un peu le consultant ici ou le formateur. Bruno, c'est quoi ta raison d'être ? Alors peut-être pour situer, moi je suis quelque part on dit un ingénieur qui a mal tourné quelquefois, parce que j'ai fait une école d'ingénieur et puis tout de suite après je me suis mis à faire de la vente. Donc j'ai fait de la vente et du management commercial en particulier dans des ESN. Et puis depuis une vingtaine d'années maintenant, j'ai commencé à plutôt partager, diffuser tout ce que j'avais pratiqué. Donc maintenant je suis coach commercial. Globalement, mon job c'est quoi ? C'est d'aider les entreprises à développer leur business, à ce que j'appelle vendre mieux, vendre plus. Et j'ai deux combats presque, j'ai envie de dire. J'en ai un qui est la performance de la vente, là on va en parler pas mal, mais j'ai un autre qui est l'estime de la vente. Parce que je pense que la vente n'a pas l'image qu'elle devrait mériter, j'ai envie de le dire comme ça. Et mon combat, c'est de la rendre plus estimable et de faire en sorte que d'une part, d'autres ingénieurs aient envie d'aller dans la vente, ça tombe bien, parce qu'on manque de vendeurs. Et puis peut-être aussi que les clients aient plus envie de rencontrer des vendeurs. Et encore un peu de boulot sur ce sujet. Merci. Alors Laurent, mets ton micro, Laurent Malderez, parce que Laurent Malderez, lui, vous allez le voir dans quelques secondes si j'ai le bon endroit. Voilà, Green Rocket. Alors ça, j'espère que c'est très vert, hein, ce qu'il fait aujourd'hui comme business. Hein. Il a une autre société qui s'appelle Green quelque chose. Et surtout, il est le représentant en France de la Sales Enablement Society. Alors vous imaginez Sales Enablement Society, ça vous dit quelque chose? Alors Laurent, vas-y, dis-nous tout, toi. Merci de m'accueillir. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok, super. Donc moi, en effet, je suis le représentant de la Sales Enablement Society en France. Bon, c'est un grand mot, hein, représentant, mais disons qu'en 2015, l'association s'est créée. Et donc moi, j'étais avec les Américains sur ces sujets-là. J'ai fait beaucoup de recherches en fait sur l'efficacité des ventes, la performance commerciale. Mais en essayant de sortir en fait du giron juste humain et de s'intéresser en fait aux solutions, aux outils, parce que depuis 40 ans on fait de la performance commerciale en accent sur l'humain, sur la formation.
ce qui est indispensable, hein, sans aucun doute. En revanche, on a beaucoup d'outils, beaucoup de solutions en fait qui permettent de faire de la productivité et de la performance, et donc d'aider effectivement les commerciaux. Et le Sales Enablement, au fond, je crois que c'est un bon levier pour mettre le pied dans l'excellence commerciale et commencer à véritablement s'intéresser à ce qui peut pêcher et à trouver les bonnes solutions. Voilà. Donc la Sales Enablement Society, c'est une association qui fait 10 000 personnes dans le monde, un peu plus. Il y a 53 chapters, il y a quasiment autant de pays, et l'objectif c'est de partager les bonnes pratiques, c'est de promouvoir aussi cette pratique. Voilà. Et donc moi j'ai créé ce chapter en mai 2019 avec d'autres personnes à l'époque, parce que je voyais de plus en plus d'offres d'emploi pour les sales enablers, et donc je me suis dit c'est le bon moment pour les aider. Merci. Alors merci à toi. Donc Yann ne t'oubliera pas dans sa fonction de maître de cérémonie tout à l'heure, parce que tu es avec nous et à tout seigneur, tout honneur, je vais terminer par Yann. En fait, je ne vais pas passer la parole aux gens sur Zoom ou aux gens de la salle tout de suite. On verra tout à l'heure, les gars. Je vous avais dit que je vous ferais parler, mais non, finalement. On va terminer avec Yann, qui il va jouer 2 rôles aujourd'hui, Yann. Un premier rôle important, qui est celui de maître de cérémonie, dans lequel il ne parlera pas, moins que d'habitude, peu. On va dire le moins possible. Il laissera parler nos 4 panélistes surtout. Moi, je dirai rien d'ailleurs aujourd'hui, alors que je connais le Sales Enablement depuis des années aussi, mais bon. Et il a un deuxième rôle qu'il va vous présenter maintenant. Merci Loïc. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que je suis bien positionné, Loïc. Je vais... Non, tu regardes là-bas, toujours. Voilà, tu te mets comme ça, tu regardes là. Tu vas nous mettre quand même le quoi ? L'affiche. Ah oui, d'accord, c'est bon. Merci. Vas-y, continue. Donc je vais effectivement animer la session du jour, et nous allons parler effectivement des pouvoirs, dès que Loïc va nous montrer, des pouvoirs qui sont conférés au commercial par la technologie, ces super pouvoirs. On y reviendra tout à l'heure avec Romain qui va nous mettre le pied à l'étrier sur ce sujet-là. Je vais remplacer aussi notre ami Gérald Carsanti, qui malheureusement n'a pas pu venir. Il a un problème oculaire assez grave en plus, donc on lui souhaite un prompt rétablissement, et je vais faire l'introduction à sa place sur ce sujet de la technologie, des super pouvoirs aux commerciaux. Alors je dirais le Sales Enablement, je suis un peu le Obélix du Sales Enablement, mais je suis un petit peu moins gros que Obélix, mais j'en fais depuis très longtemps. Laurent nous a dit, ça fait 40 ans qu'on travaille autour de ces sujets-là. Moi, ça fait 40 ans que je travaille aussi sur ces sujets de la technologie au service des commerciaux. J'ai commencé par dématérialiser des tarifs commerciaux pour une société qui s'appelait Unisys à l'époque. Alors aujourd'hui, on la connaît plus. À l'époque, elle était aussi grosse que Google aujourd'hui, donc comme quoi. Et depuis ce temps-là, de technologie en technologie, eh bien, les choses évoluent, et Dieu sait que ces choses évoluent en termes de technologie. On va voir pas seulement de technologie, parce que le Sales Enablement apporte une vision autour de cette technologie mise au service des commerciaux qui va au-delà simplement des outils. Alors, si ça marche, ce truc... Non, ça marche pas. Ça marchait très bien tout à l'heure. Ouais, ça marchait très bien, ça marche pas. Alors, si ça marche plus, donc attends 2 secondes. Attends, on va te mettre sur PowerPoint. On va passer au truc suivant. Non, c'est bon, vas-y, maintenant. Voilà. Donc on va revenir sur ce terme de Sales Enablement, parce que j'ai dit j'en faisais depuis 40 ans, mais ça s'appelle pas comme ça depuis 40 ans. Ça existe, ce terme de Sales Enablement. On pourrait dire les outils d'aide à la vente, mais on va voir que c'est un terme un peu réducteur, parce que c'est pas seulement des outils. Ça existe depuis 1999, au siècle dernier. Et eh bien, en fait, tout le monde ne le savait pas, mais les 2 personnes qui ont inventé ça, c'est John Aiello et Drew Larsen, qui en fait avaient fondé une société qui s'appelle... Si ton truc veut fonctionner, il veut plus fonctionner. Non, mais je sais pourquoi. Excusez-moi les gars, mais c'est parce qu'effectivement, il faut que je mette sur PowerPoint là. Voilà. Une société qui s'appelait Savo, et Savo qui a été racheté en 2018 par Seismic. Alors si on veut faire un petit raccourci, on pourrait dire que Seismic a inventé le terme de Sales Enablement. Ce terme
qui a été inventé en 1999 et commencé à se populariser au début des années 2000. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois en 2005, je crois. J'étais même dans l'entité chez Equant, qui est l'opérateur international de Orange. En 2005, j'étais dans cette entité-là. Je faisais des contrats d'innovation dans les contrats d'outsourcing, une sorte de marketing à l'intérieur de la vente, si vous voulez. Bon, mais bon, c'était tout neuf le Sales Enablement, et puis ça a beaucoup évolué et c'est très large. Et justement, comme c'est très large, il y en a même qui vous disent il y a une centaine de définitions possibles du terme Sales Enablement. Alors, sans définition, c'est pas très utile. Hein. On va simplifier un peu, et je vais vous donner, je dirais, 4 points. 4 points qui sont ma vision personnelle du sujet. Après, nos amis experts ici pourront soit me corroborer, soit me contredire. Le premier point, c'est de parler. Julien a déjà évoqué cela. C'est le fait que le Sales Enablement, c'est pas seulement pour les commerciaux. Ce sont pour des équipes commerciales étendues. Alors j'ai dit commercial, mais en fait c'est même déjà faux, puisque ce terme de Sales Enablement, il commence à être popularisé en France en ce moment. Bon, il est déjà en train d'évoluer aux États-Unis, on commence à l'appeler Enablement, pour sortir de la vente et inclure également jusqu'aux équipes finance, aux équipes comptabilité, aux équipes recouvrement, tous les gens qui sont face à un client. Parce que finalement, celui qui appelle le client parce qu'il n'a pas payé sa facture, il est aussi important que le commercial. Il joue son rôle dans la relation et dans l'expérience client B2B. Donc c'est un terme qu'on va voir évoluer au fur et à mesure. Nous, on a un petit peu de retard, on a 20 ans à pédaler là, et on va récupérer le retard très rapidement parce qu'on est très fort. Ouais, on parle aussi de revenu enablement d'ailleurs. Hein, oui. Voilà. Enfin, on parle d'enablement. D'ailleurs, chez Seismic, le terme est en train d'évoluer aussi dans ce sens. Alors, le deuxième point, c'est que au départ, le Sales Enablement, on a pu le présenter comme un outil de référentiel, de contenu, etc. Mais c'est pas ça du tout, en fait. C'est un outil de performance commerciale. Ah, ça, c'est très important. Et on va voir, c'est même pas seulement un outil, d'ailleurs, c'est aussi une philosophie, et c'est plus qu'une philosophie, c'est une méthode. Le troisième point, c'est effectivement qu'il met des contenus au service de la vente, mais pas seulement aussi. Il met des contenus aussi au service de la formation et de l'évolution de la formation des commerciaux. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, petite publicité, pour le 18 octobre, nous aurons un deuxième événement qui sera dédié à la formation des commerciaux. Et puis le quatrième point, c'est peut-être le moins intuitif, c'est que cette technologie, et on reviendra, Romain va nous donner son avis immédiatement, c'est que ça va au-delà simplement de l'outil, ça va au-delà du simple référentiel, on va sur le processus commercial. Alors, c'est pas pour tout le monde pareil. En plus, faut pas croire que c'est uniforme. La vente en B2B, on en parle toujours. Ah, la vente en B2B, mais ça ne veut rien dire. Entre la vente en B2B chez Manutan et la vente en B2B quand vous vendez des centrales nucléaires, c'est pas du tout la même chose. Et dedans, il y a tout un éventail de secteurs et de techniques de vente B2B qui sont complètement différents. Ça varie de secteur en secteur, plus la vente va en one-to-one ou en one-to-many. Et donc, le Sales Enablement, il est là aussi pour être en appui sur le processus commercial, y compris, notamment pour les ventes qui sont plus orientées produits et qui sont plus standardisées, vers le parcours de vente, ou je devrais dire les parcours de vente, parce que selon que vous allez voir un client qui est un prospect ou quelqu'un que vous avez déjà vu, il peut y avoir des situations différentes selon son secteur, selon son type de distribution. Si vous vendez en B2B dans la distribution, vous allez avoir des parcours de vente qui sont différents. Et donc du coup, cette conclusion, c'est que ce Sales Enablement, ce n'est pas seulement une histoire d'outils. Ça va bien au-delà de l'outil. Ça englobe le processus commercial, la méthode, l'organisation et les techniques de vente. Alors, pour ce débat, parce que ce qu'on a voulu faire avec Loïc ici, plutôt que de rentrer dans un
dans une trame très précise où chacun parlerait 30 secondes et puis on passerait au sujet suivant. On a voulu ouvrir au maximum. Donc on a nos participants en ligne, Loïc, voilà. Vous voyez, ils sont là, ils sont prêts. Il y en a plein aussi sur les médias sociaux. Il y en a plein qui n'ont pas mis leur vidéo, qui se montrent pas. Moi, je vous montre uniquement ceux qui ont leur vidéo. Et à propos, si vous êtes sur LinkedIn, là, il y en a plusieurs qui nous écoutent sur LinkedIn, venez plutôt sur Zoom. Ce sera plus facile pour interagir avec nous que de mettre un commentaire ou une réflexion sur LinkedIn ou sur YouTube. Voilà, c'est mon conseil. Et dans tous les cas, que vous soyez sur LinkedIn, sur Twitter ou ailleurs, vous pouvez envoyer vos commentaires et vos questions. C'est un peu plus difficile. Oui, en fait, je ne regarde sur pas ce qui se passe sur Twitch, en fait, honnêtement. On publie sur Twitch, mais je ne regarde pas. Ok, donc principalement sur LinkedIn et sur Zoom pour poser des questions. Et donc, on compte sur vous pour nous challenger et challenger nos intervenants sur ce sujet. Donc, on va avoir 3 thèmes aujourd'hui. Le premier, ce sont ces fameux super-pouvoirs. On va essayer de comprendre, d'abord, est-ce que ce sont vraiment des super-pouvoirs ? De quoi on parle ? Quelles sont les limites ? On parlera ensuite des technologies, qui sont véritablement le sujet du jour. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, en fonction des questions, on s'adaptera de toute façon, on parlera des contenus. Alors, dans un premier temps, je vais me tourner vers Romain. Le super vendeur, comme Loïc l'a présenté, donc là la pression est sur lui. Romain, on parle de super pouvoir. De quoi parle-t-on exactement ? De closer des deals. Et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est difficile. Donc oui, j'étais contributeur individuel, vendeur pendant un petit moment. Maintenant, j'essaie d'inspirer une équipe pour qu'elle justement soit parmi les meilleurs au monde. Et je pense que les super pouvoirs, ça vient d'abord, et on en a parlé un peu au B2B Summit la dernière fois, du contexte dans lequel on vend. Alors oui, il y a eu le Covid. La plupart des forces de vente ont dû se digitaliser du jour au lendemain et faire de la vente hybride, puisqu'on est sur un event hybride, et devoir connecter avec des gens non plus en face à face, mais via Zoom, via le téléphone, via les réseaux sociaux et que sais-je. Et du coup, ça a fortement accéléré un mouvement de fond. Et on se retrouve aujourd'hui à devoir en fait répondre à des attentes auxquelles les forces commerciales n'étaient pas forcément prêtes. Ces attentes, c'est quoi ? Même dans le B2B, puisque tu parlais du B2B avec des méthodes de vente différentes selon qu'on vend une centrale nucléaire ou qu'on s'appelle Manutran. Oui, néanmoins, la tendance de fond, c'est les acheteurs B2B aujourd'hui ne sont pas schizophrènes. Ils ont des expériences de vente, ils ont des expériences d'achat en ligne en tant que consommateurs. Ils utilisent des moteurs de recommandation hyper puissants quand ils font du Amazon ou du Cdiscount. Même chose quand ils consultent Netflix, Spotify ou que sais-je. Et ils ont accès à un super réseau en utilisant LinkedIn par exemple. Donc quand ils rentrent en contact avec une entreprise ou une marque, la manière dont ils abordent l'expérience est radicalement différente. Une des stats qu'on utilise systématiquement chez Seismic pour refléter la puissance du Sales Enablement et donc des super pouvoirs qu'on attend des commerciaux, c'est que en général, un acheteur fait à peu près 70-75% du chemin en ligne avant même de rentrer en contact avec une personne. Pour une société de services, de produits, c'est pas juste les logiciels. Donc je suppose pour des centrales nucléaires aussi. Et donc, à quoi ressemble cette première expérience quand l'insymétrie de l'information fait que un acheteur potentiel va pouvoir passer, je sais pas, 10, 12, 20, 25 heures en ligne à chercher à travers des blogs, des réseaux sociaux, Google, énormément d'informations. Quelle va être sa première expérience quand il demande à rentrer en contact avec une entreprise pour un service ou pour un produit ? Je pense que tout le monde on a été là, on a été dans cette situation-là. Les attentes sont, par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans le métier, sont complètement différentes. On s'attend à être en face de quelqu'un qui va comprendre l'effort qu'on a fait, qui va maîtriser encore mieux le sujet que ce qu'on a pu nous apprendre en tant que rechercheurs, et qui va nous fournir quelque chose de surprenant, pertinent, pourquoi pas fun, mais quelque chose qui permet d'engager. Ouais. Et du coup, les forces commerciales se retrouvent dans une situation où cette attente, non seulement elle est forte,
elle est là, elle est omniprésente, et en plus c'est compétitif parce que la plupart de nos compétiteurs, nous dans notre secteur, mais c'est vrai pour d'autres secteurs, vont avoir tendance à justement essayer d'arriver à fournir cette fameuse expérience client nouvelle, étonnante, pertinente. Et donc c'est ça, c'est ce que je dis souvent dans les interventions de ce type, c'est le syndrome du vendeur de voiture, où aujourd'hui, quand on rentre dans une concession, le vendeur de voiture, qui est un peu le stéréotype du vendeur, n'a plus la capacité de garder l'information pour lui. Il est plus gardien du savoir. Quelqu'un qui passe dans une concession, en général, il a déjà fait 5 ou 6 configurations. Il sait très bien combien il peut négocier de remise. Il sait très bien combien le compétiteur va vendre ses voitures. Il en connaît littéralement plus que le commercial sur le floor. Et c'est ça aujourd'hui. Je pense que les super pouvoirs dont on attend, c'est ça, c'est l'attente des acheteurs qui a juste complètement changé la manière dont les commerciaux doivent interagir avec leurs prospects, leurs clients. Ça demande une certaine montée en charge du commercial. D'ailleurs, on y reviendra le 18 octobre, justement, sur cette montée en compétence du commercial au travers du Sales Enablement. Exactement. Je vais peut-être passer la parole à Bruno, qui va peut-être reprendre le flambeau. Super pouvoir, pour toi, ça évoque quoi ? Est-ce que tu es en phase avec Romain ? Oui, je suis tout à fait en phase sur le fait qu'en effet, quand un client va commencer à parler avec un commercial, il aura déjà fait pas mal de chemin, ça c'est sûr, et donc il viendra pas chercher directement de l'information, et que le rôle du commercial, donc voilà, on entend souvent que le client a déjà fait peut-être presque 70% de son parcours d'achat. Alors ce que je dis souvent, c'est qu'il en reste quand même 30%. D'accord, et que c'est un moment qui est vraiment très très important, où en effet il ne faut pas se tromper entre guillemets de combat, et on n'est plus à ce moment-là en train d'expliquer des choses, d'apporter de l'information, de susciter de l'intérêt. Si le prospect est là, c'est qu'il a de l'intérêt, et on est en train de voir comment on va transformer cet intérêt en projet. Et en projet dans lequel on est, bien sûr, puisqu'on a envie de le vendre. Et donc, comment on va faire ce closing ? Et donc, tout ce qui va se jouer là, c'est la qualité des interactions, les interactions, effectivement, qu'on va pouvoir avoir, qui vont, on y reviendra sans doute, mais qui vont permettre de co-construire un projet. Pour moi, c'est le plus important, et donc d'embarquer le prospect avec nous. Ça passe par, je ne vais pas faire la liste des super pouvoirs, mais par exemple, c'est tout simple. Je veux dire, le commercial, il a un super pouvoir qu'on est en train d'avoir nous. C'est-à-dire qu'il a par exemple la capacité de se téléporter. Voilà, nous on est téléportés, on est en train de parler avec des personnes qui sont je ne sais pas où chez elles. Il a même un don d'ubiquité, puisqu'il peut parler avec plein de personnes en même temps qui sont dans des tas d'endroits différents. Voilà, je pense qu'on reviendra dessus, mais il a plein de pouvoirs maintenant qui sont donnés par la techno, qui lui permettent de mieux cibler les interactions, de mieux préparer les interactions, de mieux conduire les interactions, c'est toujours ça de toute façon, pour arriver globalement à mieux embarquer, à mieux engager son prospect, et qu'on avance jusqu'à une signature, un projet qui est adopté par tout le monde. Merci Bruno. Julia, est-ce qu'on peut peut-être prendre votre avis sur ces super pouvoirs ? Est-ce que vous corroborez cette approche ? Alors assez en accord effectivement sur la faculté des commerciaux à être plus présents, mais je pense qu'il faut revenir un petit peu en amont justement quand on va être en stade de prospection pure. Et en général, c'est là où le bas blesse, parce que même si les commerciaux vont avoir les outils et potentiellement les connaissances qu'ils devraient avoir sur le prospect qu'ils vont cibler, moi, mon cœur saigne tous les jours quand je reçois un énième message LinkedIn ou sur ma boîte email. Julia, vous n'avez pas répondu à mes 3 précédents messages. Est-ce que vous avez 5 minutes pour moi pour en parler ? Et je travaille avec des commerciaux, donc je comprends leur douleur, mais je ne peux plus répondre. J'ai plus la bande passante pour répondre à ces messages. Donc, comment vous allez pouvoir effectivement peut-être attirer mon attention ? Et c'est là où la personnalisation est primordiale. On va parler des outils. On peut affiner une pensée humaine et mettre en place des séquences, des workflows qui vont être automatisés, mais qui doivent être personnalisés. La vraie différence, j'aime beaucoup effectivement le rapport qu'a fait Romain sur effectivement le concessionnaire de 1980 qui avait toutes les infos, c'est fini en fait. Donc moi je peux avoir toutes les infos possibles sur le produit qu'on me propose. Ce qui va m'intéresser, c'est comment ce produit peut être lié exactement avec mes problématiques. Comment est-ce que je vais avoir un message qui va être ultra personnalisé par rapport à vous avez ce problème-là à HubSpot, moi je peux le gérer. Donc c'est là aussi le travail des équipes marketing. Pour les équipes commerciales, en fait, d'affiner en amont du contenu qui va être intéressant. On parle
Vous connaissez certainement les Lighthouse ou les stratégies ABM, etc. Donc ça, c'est le rôle de mon équipe, de pouvoir accompagner ces commerciaux. C'est finalement, quand je vous entends, on réentend des choses qui sont finalement assez anciennes, résoudre les problèmes des clients. Ça me rappelle solution selling, c'est 1982, et encore, il avait recopié une méthode des années 70. Donc finalement, pourquoi on en est encore là, et pourquoi on a ces commerciaux qui ont l'air désespérés en fait D'une part, 2022 est extrêmement compliqué dans le B2B et dans la tech. On sait que les ventes prennent énormément de temps. D'un autre côté, on a des équipes commerciales qui ont des objectifs vraiment ambitieux. Donc, il y a du stress. Et donc, en général, là où le bas blesse, c'est de se dire, c'est le volume qui va résoudre ça. Donc, si je vais envoyer 100 emails le matin, ça va faire la différence. Et en fait, ça fait plus la différence parce qu'il y a énormément de bruit. Depuis la crise Covid, on reçoit en moyenne 30% d'emails en plus ou de messages sur les réseaux. Donc le prospect, comment il fait la différence? Et la différence, elle est dans la personnalisation. D'accord. Et comment justement on établit cette personnalisation? Alors moi j'ai eu plusieurs étapes, par exemple avec mon équipe Corp, donc grand compte à HubSpot. J'ai pris 2 heures avec eux pour effectivement affiner leurs séquences et leurs messages. Et mes yeux ont brûlé, hein, vraiment. J'ai vu des messages, on se disait voilà, on va essayer de segmenter pour les CMO et savoir prendre le temps en amont, avant d'envoyer l'email. Parce qu'une fois que l'email est envoyé et une fois que j'ai archivé le premier, en général, je vais archiver tous les prochains. Oui, finalement, la question, c'est pas de savoir comment on peut envoyer 1000 mails pour avoir un rendez-vous, mais comment on peut envoyer un mail pour avoir un rendez-vous. Ouais. On va peut-être passer la parole à Laurent qui est en ligne et qui va nous donner son avis sur ces super pouvoirs et l'avis peut-être du Sales Enablement Society sur ces super pouvoirs du commercial, Laurent. Ok. Alors moi je suis assez d'accord effectivement sur l'aspect du changement de comportement on va dire des acheteurs, voilà, qui ont effectivement accès à de plus en plus de contenu, de plus en plus d'informations, mais pire, qui ont accès à de plus en plus de concurrents que vous peut-être ne connaissez pas. C'est dû par exemple au nouveau business model, des startups qui vont arriver, qui vont casser le paradigme habituel, et donc ça c'est aussi des solutions si vous voulez qui s'offrent aux acheteurs, parce qu'un acheteur il est tagué acheteur pour n'importe quel vendeur au fond. Et donc ce que l'on voit dans la plupart des études qui ressortent sur le comportement des acheteurs, c'est que au fond ils ont accès à beaucoup d'informations, mais tellement d'informations qu'ils savent plus faire le tri entre ce qui est bien, ce qui est pas bien pour eux, etc. Ils sont un peu noyés dans l'information. Et donc, quand vous avez des commerciaux qui arrivent et qui vont pitcher la plaquette qui est déjà sur votre site web, qu'on connaît déjà, le client, l'acheteur, il la connaît déjà. Donc, si vous voulez, si vous lui donnez pas plus d'informations que ce qu'il peut déjà avoir accès, vous passez à côté vous n'êtes pas intéressant, si vous voulez, aux yeux de cet acheteur. Donc, sur le volet des acheteurs, ce que les gens veulent, c'est véritablement d'être illuminés, d'être accompagnés, d'avoir encore plus d'insight, d'avoir encore plus d'informations. Et c'est là tout le travail, effectivement, du marketing. Après, sur les super pouvoirs du sales, il y a 2 aspects. Il y a l'inbound marketing, ce que fait très bien HubSpot, par exemple, et puis l'outbound marketing aussi qui est essentiel, c'est-à-dire en fait soit je fais venir les gens à moi, soit je vais les chercher. Dans une bonne logique, il faut les deux. Voilà, en fonction de ce que vous vendez, bien entendu, ça dépend aussi de la taille de la société, ça dépend du positionnement de l'entreprise sur son marché. Est-ce que vous êtes un challenger? Est-ce que vous rentrez sur le marché? Est-ce que voilà, enfin il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais je crois que le gros super pouvoir, en gros, c'est la data. C'est-à-dire que la vente, ce n'est que du traitement de l'information au fond. Et donc ces informations-là, elles sont disponibles aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les groupes, dans les associations, etc. Elles sont encore difficiles à capter en fait. Toutes ces fameuses, ce qu'on appelle les intentions d'achat, les intent data. Alors ça marche très bien pour les vendeurs de logiciels parce que ils vont se mettre sur G2, ce genre de choses où là en fait vous allez pouvoir capter des gens qui veulent une démo, etc. Donc vous avez des intentions d'achat. Mais globalement on a beaucoup d'intentions d'achat aussi dans la data qui est très diffuse.
sur les réseaux sociaux. Et je crois que les super pouvoirs du commercial, c'est de savoir exploiter ces données-là. Mais manifestement, c'est avec des outils, quoi. Hein, c'est pas tout seul. Voilà. Oui. Voilà si je peux essayer de dire. C'est intéressant ce que vous nous dites sur les data. En fait, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les signaux d'affaires. En fait, ce sont les signaux faibles qui indiquent que quelque part il y a un problème à régler et qu'il faut lui apporter une solution. Mais comment on peut expliquer jamais l'information n'a été aussi simple d'accès pour les clients, mais aussi pour les commerciaux, puisque c'est accessible à tout le monde. Et cette donnée est pléthorique, vous nous le dites. Alors pourquoi cette comment dire ce désarroi des commerciaux? Romain va nous expliquer. Oui, si je peux. C'est hyper intéressant le sujet de la data. Quand on disait les super pouvoirs des commerciaux, je pense qu'il y en a un qui est en lien directement avec ça. Ce serait d'avoir le don divinatoire, c'est-à-dire d'arriver à deviner ce que le prospect veut. Reconnaître la démarche donc de recherche qu'il a faite et déjà anticiper sur ses problèmes actuels et problèmes futurs et arriver avec ce qu'il veut avant même que lui le sache. Si je peux faire le parallèle, parce que j'ai pas mal travaillé dans le B2C aussi, je sais pas si certains d'entre vous se souviennent quand les premières fois que vous avez été retargeté sur de la publicité par des Criteo, par des Google, où c'est tellement pertinent que des fois on se demande si son téléphone n'est pas en train de nous espionner, si le micro n'était pas ouvert parce qu'on a parlé de telle voiture et dans l'heure on a un retargeting quand on passe sur un site web. Je pense que ce qui est attendu maintenant des commerçants B2B, c'est que maintenant qu'il y a de la data, comme le soulignait Laurent, les acheteurs s'attendent à ça en fait. Et le métier de commercial pourrait devenir à terme celui pas d'un data scientist, pas de quelqu'un qui va faire des algorithmes pour essayer de comprendre exactement à quel moment il doit contacter quelqu'un et avec quel sujet, mais pour faire le lien avec la personnalisation, clairement, c'est une attente très forte. Et je pense que l'émergence des plateformes comme la nôtre, comme Gong ou Chorus AI, Outreach, ce traitement automatisé de l'information et donc de ses intentions d'achat ou de faire des affaires, pour moi les commerciaux devront les maîtriser. Et pas juste dans la tech, parce que c'est vrai que dans la tech on est très fort pour avoir plein d'outils et on pousse les forces commerciales à utiliser beaucoup d'outils, à avoir beaucoup de data, mais je pense que ça va se généraliser et c'est une des attentes fortes, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette data, comment on arrive à personnaliser son message, comment on arrive à justement à gagner cette bataille pour l'attention, parce que comme tu le disais, plus de 30% d'emails en plus, moi le nombre d'emails que je consulte même plus de Presta, je me sens mal, mais c'est pas possible en fait. Donc comment on fait en tant que commercial, comment on fait en tant que fournisseur, comment on fait en tant que marque pour gagner cette bataille de l'attention avec la data. Et je pense que ça c'est vraiment un sujet pour les équipes commerciales, avec l'aide du marketing bien sûr, mais voilà, je pense que c'est un peu pour ça qu'on discute justement du sales enablement et des outils qui équipent les commerciaux avec ces super pouvoirs. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire, je passe la parole à Bruno. Avec l'aide du marketing, donc on prendra l'avis de Julia aussi qui est justement de ce côté-là. Est-ce que c'est juste une affaire de technologie ou est-ce que c'est aussi une affaire de méthodologie, une affaire peut-être d'intuition, parce que finalement ce que nous a dit Romain c'est de l'intuition. Donc ce désarroi, il traduit quoi? Il traduit une immaturité, une méconnaissance du marché? Ça traduit quoi? C'est pas ça qui m'inspire, excuse-moi, mais si j'ai envie de répondre en disant aussi data scientist, je suis d'accord, parce qu'effectivement, si on veut avoir des interactions qui sont plus puissantes, qui sont plus meaningful, hein, quelquefois on dit avec nos prospects, le mieux on en sait, le plus on en sait, le mieux on sait où ils en sont, etc. Bon, le mieux c'est. Mais il y a un autre sujet pour moi qui est très important, c'est que le boulot du commercial, à partir du moment où il rentre en scène, hein, c'est-à-dire sur ces 30 derniers %, son boulot, une grosse partie de son boulot, c'est effectivement, comme je disais, transformer l'intérêt en projet et donc quelque part aider son client à acheter. Parce que finalement, ces derniers 30 %, on parle beaucoup de processus de vente, on parle beaucoup etc. Moi, je préfère parler de processus d'achat, parce que celui qui avance, celui qui bouge, c'est le prospect. C'est lui qui, effectivement, fait un cheminement, et à la fin, c'est lui qui décide et qui signe. Et donc, ce qui me paraît vraiment important, c'est que le rôle du commercial, à ce moment-là, c'est, en quelque sorte, de prendre son client par la main, son prospect par la main, pour l'aider à faire ce chemin difficile qui est de décider, ces fameux 30% qui sont engageants. Et là, il y a aussi, pour moi, dans les outils qu'il y a aujourd'hui, des capacités, par exemple, à faire de la co-construction, de la capacité à embarquer, de la capacité à être pertinent, hein, bien sûr, hein, parce que plus on en sait, et
Et plus on part du bon endroit, et plus on part avec ce que le client sait, etc., et mieux c'est. Mais aussi derrière à mettre en place des processus qui sont comment on va l'embarquer, comment on va créer avec lui un projet, comment on va embarquer les différentes parties prenantes, etc., etc. Donc si je raccroche ça à ma question et je vais passer la parole à Julia justement, je crois comprendre que finalement, de ce que nous dit Bruno, c'est pas seulement une question de technologie, il faut rattraper le mouvement en technologie et aller plus loin en fait. Quand on parle d'un CRM, moi je dis toujours, en fait, le CRM va effectivement étendre la pensée humaine. En fait, le but, c'est de réussir à avoir une portée plus large. On a parlé des séquences, des workflows, etc. Mais il faut impérativement réfléchir à mon audience cible. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que veut cette audience ? Et comment je vais réussir à penser les meilleurs moyens en fait de l'appâter ? Et j'aime bien ce qu'a dit Laurent parce que effectivement HubSpot a créé la méthodologie inbound. Pour moi, il faut de l'inbound, il faut de l'outbound. D'autant plus quand on va sur une stratégie un peu plus grand compte, etc. Donc comment les équipes, on va parler effectivement des BDR qui vont être aussi un petit peu plus en ligne avec les équipes marketing, comment on va attirer en créant un contenu un peu plus spécifique en fonction de l'industrie, en fonction du segment. Et derrière, il faut un humain qui soit derrière un écran ou qui prenne le téléphone. Et c'est l'humain qui va quand même réussir à ancrer en fait son message commercial par rapport à l'audience qu'il a en face. Nous fait signe. Oui, c'est juste pour savoir quand est-ce que tu veux que la salle commence à réagir, parce que sur Zoom, il y a déjà eu des bonnes réflexions, notamment liées aux 30%. Ces 30% rentrent dans le cadre des sales méthodologies comme Medic, Value Selling, etc. Le Sales Enablement, à ce stade, il aurait dû agir avant, de mon point de vue, etc. Donc il y a Pierrick qui réagit, et puis il y a déjà également Christian qui a demandé la parole. Donc c'est toi qui décides, mais à un moment donné, tu les fais parler. Effectivement, prendre la parole au fur et à mesure. Effectivement, si tu as une question qui est prête, en attendant que tu nous choisisses la meilleure question, peut-être celle de Christian. Non, Pierrick d'abord, il a bien réagi, donc il pourra s'exprimer ou poser une question. Alors juste avant, je vais peut-être passer la parole à Laurent, qui est loin de nous, mais proche par la pensée, et je vais reposer cette question sur le rôle de l'humain et de la technologie. Je crois sincèrement que la technologie... elle va prendre. Vous savez, il y avait une étude, je ne sais pas si vous l'avez noté, un coup de Forrester Research qui disait qu'il allait y avoir 1 million de vendeurs qui allaient disparaître à la place d'autres, à la place de la technologie. En soi, ça peut être valable. D'ailleurs, on attend toujours. Ils n'ont pas disparu. C'est valable certainement parce que il y a dans du B2B, il y a pas mal de produits qui vont passer vers du e-commerce en B2B. Il y a une forte montée de solutions comme ça actuellement. Mais quand on regarde l'ensemble des études, et McKinsey a fait une étude il n'y a pas très longtemps, juste après le Covid, et une juste avant, et globalement, les clients, en fait, ils demandent, enfin les acheteurs, pardon, parce qu'il ne faut pas parler de clients, il faut parler d'acheteurs. Les acheteurs demandent véritablement, en fait, des interactions humaines, et ils en redemandent. En revanche, quand ils en demandent, ils veulent de la qualité, ils veulent de la valeur ajoutée, ils veulent effectivement, comme le disait l'intervenant, j'ai oublié son nom, mais donc ils veulent qu'on les aide à acheter, c'est-à-dire en fait qu'on les accompagne. Il faut voir aussi qu'il y a pas mal aujourd'hui, il n'y a pas qu'un acheteur, il y a tout un cycle de décision, quels que soient les business. Et donc, je parle des grands comptes, en B2B, voilà. Et donc, si vous voulez, ils veulent beaucoup d'interactions humaines et de plus en plus. Mais en fait, dans la dernière étude de McKinsey, en fait, ce qui était intéressant, c'était de montrer que il y avait à la fois sur l'ensemble du processus d'achat, que ce soit sur la recherche de fournisseurs, que ce soit sur la première commande ou même le reordering, et ben en fait, ça s'équilibrait en fait entre le self-service. Ils veulent trouver par eux-mêmes, ils veulent des relations avec des commerciaux et ils veulent chercher et des relations en visio. Donc ça fait quand même 60% de relations avec des humains, une partie en visio, une partie en face-to-face. Donc voilà, là, je crois sincèrement que la relation humaine, elle est loin d'être morte.
par ailleurs, il y a une autre chose, c'est que vous pouvez faire toutes les best practices, vous pouvez avoir tous les bons outils, etc. Il y a une chose que la technologie peut pas remplacer pour l'instant, c'est le relationnel que vous allez créer avec le client. C'est l'écosystème dans lequel vous êtes avec lui, peut-être qu'il fait du golf, peut-être qu'il fait des activités, etc. Et donc ça, la technologie elle peut pas spécialement, elle peut vous le dire, mais elle peut pas le remplacer. Et c'est le talent aussi, le talent commercial à un moment donné. Là, la technologie elle peut pas y faire. Donc l'espace de l'humain en fait dans les ventes, elle est encore très très prégnante. Peut-être de moins en moins vers des business qui ressemblent à du B2C pour dans le monde des entreprises, mais quand on est sur des business de vente complexe dans le logiciel ou même dans les industries, la relation humaine est encore très prégnante. Oui, peut-être quelque part, c'est un peu la source de la frustration de Julia quand elle voit ces messages automatisés. C'est les commerciaux qui croient que la technologie remplace l'intelligence. La technologie est là pour les améliorer et les aider à être plus intelligents. C'est pas exactement une bonne compréhension. Loïc ? Oui, alors je pense qu'on va d'abord donner la parole à quelqu'un dans la salle. Jean-François David qui est là, parce que souvent on privilégie les gens qui sont sur Zoom, mais non, vous pouvez aussi demander la parole, vous levez la main, évidemment, dans la salle. Jean-François, on te voit pas une bien, interpellation. Lève-toi, Jean-François, lève-toi carrément. Allez. En plus, je le connais, il était chez IBM à l'époque, c'était un de mes mentors. Oui, on est jeunes tous les deux. Une interpellation rapide, c'est au fond cette confiance à la technologie, aux data, etc. Ce côté tout connaître sur le client. En B2B, j'ai l'impression que ça a besoin d'être complémenté par ce qu'on appelle du consulting. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle vente peut être faite sans une étude approfondie quelque part chez le client pour connaître. La connaissance par le data n'est pas suffisante. Et n'y a-t-il pas une mutation en marche au fond du métier commercial vers un métier mixte commercial-consultant avec une formation différente, puisque la différence du commercial, c'est je connais la solution, tandis que le consultant dit je connais pas la solution, mais il faut que j'étudie, je vous trouverai la solution après l'avoir étudiée. On le voit parce qu'il y a des échecs de mise en place de certains RP, etc., et des gens qui reviennent en arrière parce que justement la partie consulting n'a pas été faite. Oui, c'est finalement bien comprendre le problème avant d'apporter la solution, Bruno. Oui, merci de pointer ça, parce que en fait c'est un peu ce que je dis quand je dis on va transformer l'intérêt en projet, et donc et si possible le consulting, effectivement on travaille avec le client, on est en train de construire quelque chose avec lui, donc tout à fait d'accord avec ça. J'irais même peut-être un peu plus loin, pour moi il y a quelque chose qui est de l'ordre du coaching, c'est-à-dire qu'on doit aussi aider quelqu'un et des équipes à changer. Donc peut-être à changer leur vision de certaines choses, à trouver l'énergie d'eux, etc. Donc il y a des choses qui sont de cet ordre-là. Pour l'instant, je ne crois pas vraiment, j'ai pas vu d'outils qui savaient faire du coaching comme ça, sans qu'il y ait un humain derrière. On passe la parole à Pierrick, ou tu veux continuer? J'ai vu Julia opiner quand on parlait de vente consultative, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre du discours de Jean-François. La vente consultative, ça vous parle? 100%. C'est tellement important de comprendre les problématiques, et elles sont en général, quand on va être un commercial, on va penser premièrement vers quoi le prospect veut aller, c'est-à-dire quelle est sa stratégie et comment on va pouvoir l'accompagner. Donc là, il faut faire du consulting, comprendre l'écosystème dans lequel ce client potentiel se situe, comprendre où en est son entreprise, quels sont les chiffres, etc. Donc de personnaliser pour proposer la meilleure solution. Et de l'autre côté, il y a bien évidemment tout ce qui va avoir attrait à la technologie, c'est-à-dire comment on va intégrer notre solution en B2B. On sait que ça va prendre du temps. Plus une entreprise va avoir un nombre d'employés conséquent ou des problématiques assez spécifiques, il faut derrière effectivement ce qu'on va appeler un partenaire de solution, c'est-à-dire qu'il va pouvoir migrer ou implémenter avec le moins de douleur possible la solution. Donc le consulting et la puissance technologique, et tous les commerciaux ne savent pas encore comment gérer ça, et c'est là où pour moi le bas blesse. Donc complètement d'accord avec vous. Alors justement, Romain, est-ce que le commercial doit devenir un consultant, ou est-ce que c'est les consultants qui doivent venir aider les commerciaux?
Alors ça, ouais, je pense que c'est un débat qui est très très ancien. J'ai travaillé pour pas mal de sociétés qui avaient des cultures très commerciales, donc qui embauchaient des commerciaux pour faire le métier de commercial, qui n'avaient pas forcément une démarche conseil. À l'inverse, j'ai travaillé pour 2 compagnies qui étaient fondées et vraiment dirigées par des gens qui venaient du conseil et qui voulaient que les commerciaux soient des vrais consultants. Je pense que c'est assez complexe parce que on a beaucoup de personas. Je pense que là il faut mettre un tout petit peu de nuance. On a beaucoup de personas qui achètent des personas vraiment différentes. On parlait de Manutran par hasard, de vendeurs de centrales nucléaires. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend la tech, et là je vais faire peut-être un zoom sur notre industrie, enfin une partie de notre industrie, une industrie que je représente, les acheteurs n'ont pas forcément besoin de ce conseil tout de suite. Ils ont tendance à faire beaucoup de choses eux-mêmes et à être eux-mêmes très orientés, je vais pas dire à s'auto-conseiller, mais à trouver leur propre challenge et les exprimer très vite. Si on prend une partie de nos clients à nous aujourd'hui, et là je mets la casquette Seismic, le job de sales enablement et de sales enabler est un standard, c'est-à-dire que ça fait partie de la feuille de route, et donc la plupart de ces compagnies prennent le parti pris que dans tous les cas, il faudra enabler les commerciaux avec un certain nombre de méthodologies, d'outils, et c'est pas un nice to have, c'est pas juste une option. Et ils veulent faire évoluer effectivement le métier de vendeur. Donc, est-ce qu'à un moment donné, l'aiguille elle sera plus côté vendeur, pur vendeur, si on est sur de la transaction avec des acheteurs technologiques peut-être. Et aujourd'hui, je connais des sociétés aux US qui vendent de l'infrastructure où il y a littéralement des contrats à quasiment 1 million qui sont vendus en ligne. Avec Laurent, on parlait du e-commerce quasiment, où là, il n'y a même pas de conseil, puisque des développeurs vont acheter de la technologie en ligne avec quasiment 0 interaction humaine. Et à l'inverse, il y a des métiers et des personas qui requièrent énormément de conseils, énormément d'accompagnement, énormément de relationnel. Et c'est difficile de faire un stéréotype entre quel profil de commercial va performer. Ouais. Ça dépend vraiment de l'industrie et du persona. Et je pense que ça encore, la technologie peut aider parce que c'est ce qu'on essaie de trouver nous, de savoir par exemple chez Seismic comment les interactions fonctionnent. Un truc révolutionnaire qui est arrivé, et là je reviens sur les super pouvoirs, c'est les technologies de tout ce qui est conversation intelligence et revenue intelligence. On en parlait tout à l'heure. On en parlait des gongs. Nous on a utilisé Gong, on utilise Chorus AI maintenant. Il y a un acteur français qui s'appelle Mojo. Ça, en parlant de coaching et technologie, ce que je trouve magique, c'est que avant, pour coacher des commerciaux, il fallait les écouter, donc il fallait passer beaucoup de temps et c'était extrêmement difficile de pouvoir coacher at scale. Je fais pas mal d'anglicisme, mais pouvoir négocier des dizaines et des centaines de commerciaux. Aujourd'hui, avec ces technologies-là, on arrive avec l'analyse sémantique, on arrive à analyser quelles conversations font les différences. Donc en plein cœur dans l'humain, on arrive à comprendre quelles conversations sont pertinentes. Et du coup, pour revenir à la notion de conseil, est-ce qu'on est plus dans de la vente de conseil? Est-ce que les commerciaux qui performent le plus, c'est effectivement ceux qui posent le plus de questions ouvertes en essayant de creuser? Au contraire, est-ce qu'on est dans un segment où les ventes vont être plus performantes juste parce que... alors, peut-être pas, les commerciaux ne font que pousser l'info, mais sont dans ce domaine-là. Et je pense que voilà, les gens restent là. Mais pour en revenir avec le lien avec la technologie, je pense... Le débat entre le commercial conseil et le commercial plus force de vente dépend de l'industrie et la technologie est là pour nous aider à comprendre. On revient finalement à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un seul type de vente et il n'y a pas un seul modèle commercial et il faut pouvoir s'adapter. Des fois ça peut se faire avec des équipes pluridisciplinaires et d'autres fois il faudra faire évoluer les commerciaux. Mais alors là vous nous avez rêvé, Romain, avec son contrat à 1 million d'euros sur Internet, je vais changer de métier. Absolument. Alors dans la salle Zoom, c'est là qu'on interagit évidemment par le chat ici entre eux sur Zoom. Hein. Et si vous voulez maintenant vous exprimer, que ça soit Pierrick, que ça soit Christophe, que ça soit Benjamin ou Christian qui lui a levé la main, Christian il connaît bien, mais les autres se sont exprimés et ont dit des choses. Donc vous levez la main comme l'a fait Christian et Yann vous regardera et vous donnera la parole. Christian, c'est à toi, pose ta question ou ta réaction claire, concise et précise. Une réaction claire et concise. Bonjour à tous. Alors, bien, écoute, on parlait tout à l'heure de persona à travailler. Je pense que c'est d'avoir une priorité. J'en suis même convaincu. C'est d'avoir une priorité dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises oublient de revoir leurs fondamentaux et notamment dans ces fondamentaux, c'est le persona puisque le parcours achat, mais aussi la personnalité de l'acheteur change et ça, c'est générationnel. Donc, je crois que c'est bien tous les 2, 3 ans, voire 5 ans de faire un point sur le persona type
client, suivant le contexte et le marché. Ça, c'est fait. Ensuite, aujourd'hui, on parle de signaux d'attaque qui sont faibles. C'est une réalité du marché. Parce que je crois qu'il y a un manque d'éducation des commerciaux d'une génération, on va dire, les quadras, même si ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas digitalisés, mais il y a faiblesse en termes d'éducation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore été à Lyon là, quand c'était lundi, où je suis dans une entreprise qui aujourd'hui sait à peine ce que ça veut dire prospecter téléphoniquement. Alors imaginez le digital, quoi. Imaginez le digital. J'ai été voir les profils des commerciaux, des franchisés aussi, où il n'y avait même pas une bannière sur le profil LinkedIn. Donc, en fait, il y a un fossé entre le discours de gens qui, entre guillemets, sont éclairés. On va avoir l'humilité de penser qu'on fait partie de ces gens-là, mais en toute modestie, bien entendu. Donc, l'éducation est en train de se faire à travers les écoles de commerce pour la génération X, Y, Z et voire les millénials. C'est ce que l'on vend aussi à travers les outils intelligence artificielle. Merci Christian. Merci. Mais j'ai fait une synthèse, donc je vais jusqu'au bout de ma pensée, sinon vous n'allez pas pouvoir réagir. Les personnes qui ont acheté ce produit ont aussi, dans Amazon, bien souvent quand vous achetez un article, vous voyez la réaction suivante. Les personnes qui ont acheté ce produit ont aussi consulté tel produit. C'est le rôle de l'IA dans le data. Le client, le prospect que tu suis est passé à l'étape temps. Donc, logiquement, ça devrait marcher. Eh bien, je peux vous garantir que c'est pas encore le cas dans les entreprises, sauf dans les grands comptes ou certains secteurs, comme l'informatique et autres. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure termine, Christian, parce que là, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Non, mais écoute, tu m'as demandé d'être présent, je donne mon avis. Je ne veux pas toujours me dire d'aller plus rapidement. J'ai presque fini. Donc, tu me laisses m'exprimer ou je m'en vais. Hein. Vas-y. Non, mais ok, alors on y va. Ensuite, je pense qu'il faut effectivement, je sais pas, madame, comment elle s'appelle, qui exprimait qu'elle pleure tous les jours quand elle voit des messages. Effectivement, il y a une éducation à faire et pourtant, c'est pas les formations qui manquent, mais moi j'ai un message à dire, adressez-vous aux prospects avec simplicité. Tout simplement. Aujourd'hui, je trouve que les messages sont beaucoup trop alambiqués, beaucoup trop recherchés. Simplicité. Et le premier message et le deuxième message, simplicité. Et en fait, il faut simplement s'adapter, je dirais, à la vitesse du client. C'est, je dirais, une question de savoir-vivre. C'est même pas une question de data ou autre chose. Hein. Et pour finir, eh bien, écoutez, je vais en rester là, je veux autre chose, mais je n'aimerais pas me fâcher avec mon ami Loïc, que j'apprécie tout particulièrement. Non, Merci. mais tu pourras encore réagir, on a encore pas mal de temps ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre, là, dans la salle Zoom, voulait vraiment s'exprimer ou poser une question à nos panélistes? C'est le moment. Levez la main. Après, on repart sur la deuxième partie. Bon, pendant que quelqu'un lève les mains, on va peut-être rebondir sur les remarques très pertinentes de Christian. Sur ce persona, qu'est-ce que vous pensez du persona? Peut-être Romain, je commence par toi. Je pense qu'effectivement c'est multiple. La difficulté, c'est d'arriver à savoir à qui on vend, pas juste une industrie, pas juste une compagnie, mais vraiment une personne. Et je l'avoue, je suis très consommateur de data, donc j'ai tendance à je pense, utiliser beaucoup d'outils. Et c'est une manière pour moi d'arriver à comprendre à qui on a affaire. La relation humaine, elle est essentielle, elle est irremplaçable, pour reprendre ce que disait Laurent. Mais je pense qu'effectivement, un des super pouvoirs en plus du don divinatoire, etc., c'est aussi de fournir un peu de magie et concrètement fournir un peu de magie quand on est commercial, c'est arriver à comprendre à qui on parle vite. Donc il y a non seulement un psychologue, mais d'arriver à vraiment faire ses devoirs, j'appelle ça faire ses devoirs avant, pour savoir vraiment pourquoi la personne est là, pourquoi on se parle. Donc voilà, pour moi les personnels sont multiples. Effectivement, on peut faire des grandes catégories démographiques, des grandes catégories d'industrie, mais c'est essentiel à chaque fois, dans chaque situation, chacun à son niveau en tant que commerciaux, de savoir à qui on a affaire et de bien comprendre comment on s'adresse à telle ou telle personne. En plus de la simplicité, bien sûr. Bruno, persona, tu sens ça comment ? Oui. Quelquefois, j'appelle ça portrait robot du client idéal, si je veux parler français. Vraiment. Ce qui n'est pas exactement la même chose d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder les personas. Hein.
Oui, mais enfin bon, voilà. Enfin, en tout cas, tout à fait là-dessus. Et je dirais, pour rebondir sur Sales Enablement, je pense qu'une des choses qui est intéressante aussi dans tous ces outils, c'est la capacité à capitaliser de l'information et à faire de l'amélioration continue. C'est-à-dire que, effectivement, le persona ou les caractéristiques de mon client, où il en est, ou etc., tout ça, ça évolue. Et le fait qu'on puisse le tracer, qu'on puisse regarder, finalement, qu'est-ce qui se passe quand on est plutôt face à quelqu'un qui, je sais pas moi, et quand on a vu d'abord le N-1 avant de voir le N-2 ou je sais pas quoi, tout ce qu'on peut travailler là-dessus et capitaliser nous permet d'être de plus en plus efficace. Je pense qu'on en parlera, mais c'est ça aussi l'intérêt des plateformes, c'est de capitaliser et de faire de l'intelligence. Capitaliser, bien connaître le client. Julia, chez HubSpot, on est des experts en persona, en connaissance client, je suppose. Alors, je vais être très succincte. Pour moi, il faut savoir analyser et comprendre les personas. Il faut impérativement parler aux personnes dans leur contexte. Et parfois, là où le bas blesse, c'est effectivement d'avoir ce portrait robot et d'envoyer un message très typé, même s'il va être personnalisé. Donc voilà, les personas en analyse, la personne en communication. Merci. Et peut-être Laurent, qui est en ligne, sur le persona, qui est un point important. Quelle est la position du Sales Enablement Society là-dessus ? Alors, ouais, les personas, bien sûr que c'est important, mais les personas, en fait, c'est un outil pour créer des key questions, pour avoir des mots-clés et pour bâtir en fait des argumentaires en fonction des différents types de parties prenantes qu'il y a dans un deal. Donc c'est un outil et c'est vrai qu'en France c'est assez mal fait. Alors, on va vous dire c'est Patrick, il est jeune cadre dynamique, etc. Ce qui sert à strictement à rien. Un peu caricatural. Et ce qu'on veut c'est dans les personas en fait c'est de mettre en exergue si vous voulez comment le produit. Quels sont les pains, en fait, c'est ça, c'est pain et gain. Donc, quels sont les pains, c'est en fait les problèmes de ce type de persona quand je vends une solution. Imaginons que je vende un logiciel, donc qui sert pour les commerciaux, je vais m'adresser, il y a la partie prenante du marketing, il y a le commercial évidemment, mais il y a aussi la finance, il y a la direction générale. Et bien en fait, comment je vais intéresser ces différents personas à la solution que je suis en train de vendre? Et donc, quels sont les impacts pour eux? Par exemple, pour la direction financière, si je vends ce logiciel, comment je vais devoir les accompagner pour qu'ils choisissent ma solution? Idem pour le vendeur, etc., etc. Donc, c'est beaucoup pour mettre en exergue les gains et les key messages sur la valeur ajoutée et la proposition de valeur en fait de mon produit par rapport à ce type de parties prenantes. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair. C'est très clair. En fait, c'est un outil d'aide pour bâtir des scénarios. Il faut peut-être éviter effectivement de tomber dans la caricature. C'est Joe qui joue au ping-pong tous les vendredis soirs. On s'en moque un peu. En fait, c'est pas tellement le sujet. Si quelqu'un doit intervenir dans la salle, n'hésitez pas. On a un micro et François est prêt à bondir. Voilà, Nora a une question. Oui, merci pour toutes ces informations. Je trouve qu'effectivement le Sales Enablement est un sujet super intéressant en 2022. Il y a un volet que je ne vois pas abordé ici qui est très important, c'est le côté collaboratif. Là, j'ai l'impression, de ce que j'entends, on donne des outils, des process, des pratiques au commercial pour qu'il soit performant, pour qu'il comprenne mieux son client. Mais aujourd'hui, le commercial n'est plus un loup solitaire. Il travaille en collaboration avec ses pairs, P-A-I-R-S, avec d'autres commerciaux. Il travaille avec sa direction générale. Il faut qu'il la rassure, il faut qu'il lui explique où est-ce qu'il en est. Il travaille aussi avec les consultants qui sont dans l'organisation. Donc, comment aujourd'hui est-ce que le Sales Enablement peut accentuer toutes ces collaborations pour qu'il soit plus efficace ? Alors la collaboration, on revient au fameux sujet du marketing. Là, je pense qu'il y a aussi un très bon point sur les équipes commerciales et je laisserai mes compères y répondre. Mais en B2B, l'année dernière, Isabelle Tisserand, qui est la CMO d'IBM, avant était directrice commerciale, m'avait dit une chose qui au départ m'avait fait tiquer. Elle m'avait dit les équipes marketing des équipes commerciales.
et comment on les accompagne, de revenir aussi sur ce qui a été dit sur certains dinosaures commerciaux qui vont avoir un petit peu plus de mal à se dire je passe au tout digital. Donc effectivement la collaboration, de comprendre les enjeux de chaque équipe, comment s'assurer qu'au final, en anglais, on va dire solve for the prospect or solve for the customers, et qu'il y ait un vrai alignement en fonction de ces objectifs, et donc de pas travailler effectivement en silo, d'avoir une entente et une compréhension, une vraie collaboration. Ce marketing, Bruno, ça te parle ? Oui, même si moi je m'intéresse plus à ce qui se passe dans les 30%, dans les 32%. Vu du côté du commercial, est-ce que tu attends quelque chose des marketeurs ou ils sont juste là pour faire des brochures ? Ah non, mais j'attends énormément des marketeurs, évidemment. Mais je voudrais parler aussi d'autre chose. Mais j'attends énormément des marketeurs en termes de contenu pertinent, en termes de comment ils vont, de génération de leads, en termes de toutes les informations qu'ils peuvent me donner quand je vais aller voir pour la première fois mon client, etc. Mais je voudrais rebondir aussi sur la question de Nora et dire, je pense que les outils aujourd'hui permettent effectivement justement d'avoir un accès partagé, par exemple, à beaucoup d'informations. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, par contre, pour que concrètement, les commerciaux et les autres, les entreprises travaillent comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un peu tendance à dire. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, le fait de faire du remote ou du hybrid selling, c'est pas seulement dire on peut transformer une réunion physique en une visioconférence. C'est de dire on peut transformer une réunion physique en peut-être 2 visioconférences beaucoup mieux ciblées, ou une visioconférence d'un quart d'heure qui sera suivie d'une réunion. Et dans une visioconférence, on peut peut-être faire intervenir pas seulement le commercial et un client, mais on peut peut-être faire parler le patron du labo, de notre labo, pendant 3 minutes. On peut peut-être faire des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire avant, parce qu'effectivement, il aurait fallu déplacer une armada de personnes basées dans le monde entier. Et là, d'un seul coup, ça devient assez facile de dire oui, on peut faire ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses dans les outils qui permettent de faire ça, mais qu'il y a maintenant le travail, il est plutôt presque dans les process. C'est de dire, ok, c'est quoi le process qu'on veut suivre, ou c'est quoi, comment on veut accompagner le process d'achat. Je reviens toujours sur ça, mais le process d'achat de la meilleure façon possible, et en effet, en faisant intervenir l'ensemble de l'entreprise, tous les gens de l'entreprise qui peuvent être concernés. Ouais, les outils sont là pour moi. Intéressant, c'est finalement cette collaboration, c'est pas seulement vente marketing, ça va bien au-delà. Intéressant. Sinon, Romain, tu attends quelque chose des marketeurs ou... Alors oui, très très bon point d'ailleurs, parce que je pense qu'on s'est un petit peu écarté du sujet. La proposition de valeur initiale de Seismic, et là je remets ma casquette, c'était justement de casser le silo entre sales et marketing. Et ça commence par le contenu. C'est-à-dire que un des problèmes classiques qu'on résout nous en tant que techno, c'est on a des marketeurs d'un côté qui produisent du contenu. La plupart des stats montrent que 60% du contenu est considéré moins d'une fois. Donc la question principale et le problème qu'on essaie de résoudre en tant que techno, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir 6, 12, 20 heures pour produire un PowerPoint ou une vidéo quand on sait qu'elle va être partagée et vue par une personne. Et donc à la base, c'était résoudre ça pour vraiment faire en sorte que le marketing et les sales soient alignés. Et pas que les sales, dès qu'ils ont une idée brillante, disent j'ai absolument besoin de cette vidéo, j'ai absolument besoin de cette presse, il me faut ça pour demain, sinon je fais pas mon deal, qui est probablement un truc que tu as déjà entendu, Julia. Et dans les faits, après, on n'avait aucun moyen de contrôler, quand on est marketeur, ce qui est fait avec la vidéo, ce qui est fait, maintenant avec les vidéos c'est plus facile, mais ce qui est fait avec le PowerPoint, surtout quand il est partagé par email, derrière c'est le trou noir. Il se trouve que Seismic a commencé en partie comme ça, en pouvant remonter ces analytics-là pour savoir combien de fois la présentation a été partagée, combien de fois elle a été vue, combien de temps on a passé sur chaque slide, parce qu'on arrive à ces niveaux d'analytics. Et ça, je me suis un peu détaché de cette proposition de valeur dans le débat aujourd'hui, mais c'est un des fondamentaux. C'est Laura qui a posé la question, c'est ça ? C'est un des fondamentaux, c'est comment on fait demain pour faire en sorte que à la base le marketing et les ventes travaillent ensemble. Et derrière, il y a une autre stat qui a été faite, je crois, par Forrester, qui montre que dans un cycle de vente, maintenant, il y a en moyenne 23 personnes impliquées, côté client et côté vendeur. Donc, bien sûr, en plus dans un monde hybride, comment on fait pour aligner tout le monde ? Comment on fait pour faire en sorte que les consultants parlent avec les sales, qui parlent avec le marketing, et que quand ils interagissent avec le client sur des touchpoints assez spécifiques, déjà ils aient un message cohérent, c'est pas évident aujourd'hui, surtout quand on est tous en remote, et qu'ils aient un message pertinent. Et la technologie est là pour aider. Clairement, c'est ce qu'on fait. Et là, j'enlève ma casquette Seismic 2 secondes, mais clairement, c'est ce qu'on fait au jour le jour. Merci Romain. On va passer la parole à Laurent avant de reprendre une question juste ensuite.
Laurent, cette fameuse collaboration vente-marketing, je dois en entendre parler depuis aussi longtemps que je travaille, c'est quelque chose qui progresse ou c'est quelque chose qui régresse ? Ça, je n'ai pas les études qui le disent. En tout cas, des solutions existent, comme celle de Seismic et bien d'autres. Mais effectivement, toutes ces solutions en fait de sales enablement ont été fondées sur ce travail collaboratif entre la vente et le marketing, parce qu'effectivement il y avait un fossé entre les marketeurs qui je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, ils ont accès, par exemple, à des études de competitors. Voilà, donc eux, ils connaissent, ils ont des études mais qui sont pas partagées avec les commerciaux. Or, ce degré d'information, il est important pour un commercial de savoir se différencier d'un concurrent. Donc, le sales enablement, c'est aussi cette capacité à réfléchir ensemble, à travailler ensemble. Sur les contenus, je crois que c'est le second sujet, mais il y a beaucoup de contenus. On parle beaucoup de contenus commerciaux, mais il y a énormément de contenus qui sont des assets, qui sont utiles à la vente et qui sont pas spécialement des contenus qu'on partage avec les clients. Ça va être des battle cards, ce genre de choses. Sur la collaboration, en fait, de manière générale, sur un deal, on parle de technologie. Si on parle de technologie, les technologies aujourd'hui, elles couvrent à peu près, je crois, une trentaine de domaines dans le domaine des ventes, entre la lead gen, la formation, tout ce qui est le pricing, tout ce qui va être la collaboration autour de la constitution d'une réponse à un appel d'offres. Il y a énormément d'outils aujourd'hui et qui sont très structurants. Pour certains qui existent depuis longtemps et pour d'autres qui arrivent avec une nouvelle, qui sont sur le format du SaaS, donc qui sont plus dynamiques, plus ouverts, etc. Bon, il y a plein de choses qui existaient quand même auparavant sur ces collaborations, mais la collaboration marketing-vente, de toute manière, c'est pas un débat, c'est juste essentiel. D'autant plus dans le B2B en fait, c'est-à-dire que comme le marketing, quand vous êtes en B2C, globalement c'est plutôt le marketing qui fait venir les clients à vous, et puis vous pouvez closer le deal si on veut, mais globalement en B2B, il y a un énorme travail en fait à faire ensemble entre le marketing et les ventes. Bon, et les solutions comme Seismic évidemment, y contribuent largement, quoi. Merci Laurent. Donc plus besoin de réfléchir à la collaboration vente-marketing, il n'y a plus qu'à la faire, ce qui est parfois de temps en temps demande quand même un peu de travail. J'ai une petite remarque dans la salle, Zoom qui disait « J'avais en tête que nous allions adresser plus en détail la question des apports de la technologie ». Alors réfléchissez-y, si vous voulez encore rentrer plus dans le détail. La technologie, ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas une technologie, mais bon. Cela dit, il y a Olivier aussi qui voulait poser une question. Rapidement Olivier. On reviendra sur la technologie juste après, je note. Vas-y Olivier. Alors, moi, c'est pas une question, je l'ai vécu terrain, donc j'ai 49 ans, j'ai été durant 17 ans commercial, et souvent, je vais être dur avec les gens du marketing, mais voilà, faut prendre de la hauteur. Souvent, les offres, elles étaient déconnantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont pas des personnes de terrain. Enfin, c'est un ressenti, et l'enable, je suis une catastrophe en anglais, je m'en excuse, moi je parle français, des fois je décroche un peu. Mais ce qui serait intéressant, c'est de faire du team building plutôt que faire des choses un peu complètement ubuesques, de réunir aujourd'hui, et ça fait partie de la force de vente, le marketing, et que le marketing aille sur le terrain et le commercial aille sur le marketing sur une journée ou autre, parce que souvent, moi j'ai travaillé pour des grosses marques, et souvent les offres elles étaient mais en dépit du bon sens. Et le souci c'est que moi j'étais à Lyon, les personnes du marketing elles étaient à Paris, et en fait on se voyait jamais quoi. Est-ce que les choses changent ? Moi je suis plus dans le marketing, mais je fais un peu du marketing, mais bon avec mes outils. Mais est-ce que ça c'est prévu ? Ou peut-être proposer, moi, en tant que formateur, des positions de team building, marketing et commercial. Merci. Ne lance pas Yann sur ce sujet-là, parce qu'il ne va pas s'arrêter. Alors, c'est Julia qui va parler. Remettre les marketeurs sur le terrain, Julia. En fait, là, ce qui m'interpelle, c'est que... En fait, c'est facile de le faire. Donc, pourquoi... D'une part, pour l'équipe management ou l'équipe leadership, de s'assurer effectivement qu'il y a une communication, une collaboration. On n'a pas besoin de se retrouver en physique, c'est bien, mais ça peut se faire autrement. Donc, bien évidemment que chez HubSpot, c'est
un alignement au niveau management entre les équipes commerciales et marketing. Qu'est-ce qu'il y a dans le pipe? Quels sont les besoins? Donc de s'assurer que le contenu va participer de la demande des commerciaux. Deuxièmement, et c'est là où on utilise bien évidemment Seismic, je reprends ce qu'a dit Romain, en fait, moi je change complètement la manière, l'espèce de postulat un peu, oh là là, les marketeurs ils font rien, les commerciaux ils utilisent pas ce qu'on fait. En fait, là on utilise la donnée en interne. Donc la portée technologique sur Seismic, c'est effectivement de voir qui a téléchargé les assets qu'on a mis dessus. Et donc, quand on a des demandes de localisation, mettons, d'une présentation de 50 pages avec beaucoup de GIFs qui va coûter très cher, et de voir que la dernière similaire qu'on a fait, en fait, a été utilisée 2 fois, pour les équipes marketing, ça permet de dire, non, pourquoi est-ce que tu en as besoin, et comment on s'assure derrière que c'est bien communiqué aux équipes. Donc pour moi, c'est effectivement, si on est encore dans ce concept un petit peu traditionnel de l'alignement marketing et équipe commerciale, là évidemment qu'on va pas gagner, on va pas bien s'aligner, mais c'est à chacun des 2 côtés de faire le travail effectivement pour une collaboration pérenne et positive. Voilà, on va peut-être mettre les marketeurs plus sur le terrain et les vendeurs un petit peu plus chez les marketeurs. Et juste la dernière chose, parce que Romain a parlé de Gong, et moi j'ai mes équipes marketing qui vont écouter, donc soit de voir les vidéos de pitch, soit d'écouter les conversations qui marchent, parce que ça permet effectivement d'affiner un contenu qui va être plus pertinent. Et puis les vendeurs peuvent inviter le marketeur à aller chez le client aussi, c'est possible. Je l'ai déjà vu dans le passé et ça marchait bien. C'est une excellente idée et effectivement team building oui, d'autant plus que aujourd'hui les contenus, je pense qu'on va peut-être en parler un peu plus, mais les contenus qui sont attendus et qui sont efficaces sont de plus en plus des contenus donc qui impliquent le client, les contenus dans lesquels auxquels il va pouvoir d'une certaine façon collaborer. Donc le pitch autonome, il marche de moins en moins bien. Et donc à partir de là, évidemment qu'il faut que le marketing puisse intégrer dans ses contenus peut-être le moment où on va pouvoir poser telle question, le moment où on va pouvoir enrichir, commencer à faire quelque chose. Moi, je fais ça avec mes clients très concrètement, c'est de faire des choses qui ressemblent un peu à des configurateurs presque. C'est-à-dire, on est capable on commence à élaborer un projet avec le client, donc on doit lui poser une question à un moment pour savoir qu'est-ce qui est plus important pour lui, comment il arbitre tel ou tel sujet, ou comment il intègre telle ou telle donnée. Évidemment que ça peut se faire à certains moments et pas à d'autres, donc ça, il faut que le marketing en ait bien conscience. Ça peut se faire quand il y a un niveau de confiance qui permet d'eux, ou quand il y a un niveau de conscience qui permet d'eux, etc. Et donc tout ça, je pense que ça suppose vraiment que ça soit construit en collaboration avec entre les commerciaux et le marketing, oui. On se posait chez Philips aussi, on a mis le marketeur chez le client, en général un gros grossiste qui connaissait tous les concurrents et il faisait sa veille concurrentielle en une fois. Et en plus, le client était très content de montrer son savoir. Il vous reste 10 minutes pour la table ronde. Il nous reste 10 minutes pour la table ronde et on va aborder ce terme de la technologie, ce rôle de la technologie qui a été soulevé fort justement par un de nos interlocuteurs. Ouais. Alors, l'impact de la technologie sur l'efficacité commerciale, peut-être ça commence peut-être par dire quelle technologie, Romain ? Alors, il y a beaucoup de technologies, il y en a de plus en plus. On parle de SalesStack aujourd'hui, donc on parlait de Gong, il y a Seismic, il y a Outreach, SalesLoft, HubSpot, Salesforce. Si on regarde le Luma, vous savez, le PowerPoint Luma qui fait l'évolution des technologies par secteur, ça avait commencé avec le Martech. Maintenant, il y en a un SalesTech et il y a des logos, je crois qu'il y a 10 ou 20 logos nouveaux par an, donc Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Sur l'apport en technologie, on en a parlé, l'alignement entre sales et le marketing. Il y a un aspect qui est hyper important. Et attention, là, c'est l'instant storytelling. Je remets ma casquette Seismic. On avait, par exemple, Yvan Smet de chez Snowflake à un de nos événements il y a 6 mois. L'apport technologique pour quelqu'un qui est dans une position de leader en sales, il est immédiat, ça s'appelle l'onboarding. Quand on a un commercial rentrant dans une équipe, on peut pas se permettre d'attendre 6 mois aujourd'hui pour qu'il soit productif. C'est une des contraintes de marché, c'est une des attentes des acheteurs, mais c'est aussi une attente forte des entreprises. Donc l'apport technologique dans ce côté-là, si on prend l'aspect du sales enablement, Yvan chez Snowflake, il avait, je crois, entre 20 et 25 nouveaux commerciaux à onboarder par mois. C'est énorme. La technologie permet de faire un onboarding qui est standardisé et d'amener tous ces nouveaux commerciaux à un niveau suffisant de connaissance du produit, de connaissance du marché en l'espace de, je crois que leur onboarding il est à 7 ou 8 semaines. Donc
là, l'apport technologique, il est indiscutable. Comment je fais ? Mon problème, c'est comment je fais pour onboarder 20 ou 25 commerciaux par mois, et il faut qu'ils soient productifs en 7 à 8 semaines. On est là pour ça. Je mets la casquette Seismic. Là, je regarde l'équipe, certains de l'équipe qui sont dans la salle. Chez Seismic, l'onboarding, il dure 7 semaines. Je vois effectivement les têtes hochées. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est dense, c'est assez compact, mais c'est standardisé. Ça nous permet, nous aussi, d'avoir des plans de recrutement qui soient assez agressifs et de faire en sorte que chaque nouvelle recrue soit non seulement pas perdue, mais qu'elle soit productive le plus vite possible. Et ça, je pense, c'est souvent un aspect un peu négligé dans le Sales Enablement. C'est la partie onboarding. Comment je fais pour onboarder mes commerciaux ? Et par la suite, comment je fais pour les garder à niveau ? Et ça, on en parlera le 18 octobre. On en parlera d'ailleurs exactement, le 18. L'onboarding, donc je fais un instant promo. Et juste un dernier point sur l'apport, je pensais aussi à un autre de nos clients qui est Natixis IM, avec quelqu'un qui s'appelle Laurent Danino en marketing, qui lui, littéralement, on est au point où il a non seulement automatisé toutes les présentations réglementaires dont les gestionnaires de portefeuille ont besoin, parce que c'est une boîte d'asset management, mais en plus, ça lui a permis concrètement aux commerciaux et aux forces commerciales d'organiser leur agenda. On parlait de la consultation des assets qu'on envoie, alors c'est des PowerPoint ou autres. En fait, maintenant, ils en sont au point où eux, ça leur permet, en tant que commercial, d'organiser leur agenda. Si un tel client à qui j'ai envoyé un pitchbook l'a consulté 5 fois, il est peut-être le temps que je le contacte. Quand on parlait de data et comment on actionne la data, si cette personne a ouvert 5 fois dans la semaine, qu'elle l'a partagé une dizaine de fois, c'est peut-être le bon moment pour l'appeler avec un sujet pertinent qui est ce qu'il y avait dans la présentation. Et ça, aujourd'hui, c'est encore largement sous-évalué en termes d'apport technologique et de valeur que ça pour les équipes. Alors dans le domaine que tu évoques sur la finance, il y a aussi un élément de conformité, comme on dit dans le métier, de compliance, qui est permis par la technologie. Peut-être. Ah oui, alors c'est un sous-domaine, mais vu qu'on parlait de Natixis, effectivement, toutes les sociétés d'asset management proposent des produits qui sont par définition volatiles et soumis à une réglementation. Donc là, on est dans un use case un peu différent où les commerciaux ne peuvent pas se permettre d'envoyer de l'information obsolète. Sinon, ils se font rattraper par le gendarme, notamment de la bourse. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques pour la compagnie. Donc, l'idée, c'est d'avoir un workflow qui leur permette de mettre à jour les données qu'ils mettent sur les produits financiers et de jamais être je vais dire ça en anglais, mais out of compliance. Et donc ça, c'est un de nos use cases les plus forts, mais on pourra en parler. Un bon exemple d'adaptation Sales Enablement sur différents types de ventes, puisque ici, c'est un peu particulier sur les métiers réglementés. Je rappelle à la salle et en ligne, vous pouvez poser vos questions. On a encore quelques minutes. C'est le dernier moment maintenant. Voilà, donc pendant que vous préparez vos questions, Laurent, sur cet apport de la technologie et notamment à l'intérieur du processus de vente, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant là-dessus ? Si on prend par exemple, si on a un sales tech stack qui est idéal, en fait, on a pour le VP Sales une capacité, si vous voulez, à maintenant avoir des reporting et du forecasting qui n'est plus déclaratif. Aujourd'hui, la plupart des forecasts en fait sont déclaratifs, c'est-à-dire que c'est un commercial qui dit moi j'ai un bon fit avec ce client, allez je le mets à 50%, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de forecasts qui sont assez faux en fait, puisque quand on arrive dans le temps, ils sont pas suffisamment bons. Et donc la data en fait qu'on va pouvoir utiliser avec certaines technologies va nous permettre d'avoir des forecasts qui sont basés sur des faits, basés sur des insights précis des clients, du comportement en fait du client avec l'engagement qu'il va avoir sur la proposition, le contenu, etc. qu'on va pouvoir lui adresser. Et donc on peut comme ça affiner davantage, si vous voulez, la précision du forecast. Voilà. L'aspect humain reste encore important parce qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, la relation que vous avez établie, elle n'est pas technologique et rien ne peut la capter sauf l'humain. Et voilà. Mais ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Si on prend par exemple des solutions de Sales Enablement pour le marketing qui produit beaucoup de contenu, de savoir si cette petite vidéo là qui nous a coûté 10-15 000 euros, elle est vue par personne, elle est utilisée par personne. Pourquoi on fait ça ? Est-ce que ces insights, est-ce que ces plaquettes que je crée, est-ce que au fond les clients s'engagent avec, est-ce que les commerciaux les utilisent ? C'est bête, mais c'est des questions qui sont basiques. Mais la technologie permet au moins déjà tout de suite de réduire des coûts
important en fait dans la production de contenu du marketing et de se focaliser en fait sur ceux qui fonctionnent. Voilà un exemple de comment la technologie peut permettre ça. C'est un petit clin d'œil à Seismic qui doit faire ça, j'imagine, mais voilà, il y en a plein, et honnêtement, il y en a sur tous les domaines, que ce soit sur la formation, que ce soit sur le closing, que ce soit sur l'advocacy, c'est-à-dire en fait quand est-ce que j'ai signé un client, et maintenant comment je vais l'accompagner en fait pour qu'il devienne comment dire, un ambassadeur de ma marque. Là aussi, on a des solutions. Voilà. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle pour les ventes. Et il y a dans tous les domaines véritablement beaucoup de choses. Encore une fois, c'est grâce à la data et au digital, quoi. Vous parliez du closing, Laurent. Peut-être faire un zoom sur ça. Sur le closing, c'est plus dans, si vous voulez, il y a plusieurs leviers. C'est soit je rédige mes propositions. Donc là, j'ai des outils qui vont me permettre de réduire les temps de production de ma proposition. Et puis derrière, je vais aussi avoir des aspects. Alors le closing, tout le monde connaît la signature électronique, ce genre de choses, mais c'est des éléments en termes de process de vente qui peuvent être impactants pour réduire le time to close en fait, clairement. Ensuite, il y a effectivement la connaissance du traquer le contenu. Voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Romain. On sait si quand vous envoyez une proposition commerciale à quelqu'un, si en fait elle n'a jamais été lue, ou si vous savez justement à quelle page votre interlocuteur s'arrête, quels sont combien de temps il passe sur telle et telle page, ça va vous donner des indications que vous n'aviez pas auparavant. Voilà, et vous pouvez le faire effectivement en ligne. Donc voilà un peu. Après, on peut aller beaucoup plus loin, mais ça permet de mettre des chiffres effectivement sur le fameux slide qui fait mouche. On a tous connu ça, le slide qu'on sort et qui permet de déclencher une vente ou déclencher l'intérêt du client. Vos derniers mots maintenant. Le dernier mot. Chacun. Peut-être. Non, il n'y a plus de questions. Non, chacun c'est le dernier mot. Oui, on va donc conclure. On va commencer par Julia. Un bel alignement, vraiment d'avoir des équipes soudées qui comprennent les prospects, l'audience et les chiffres. Donc s'assurer, que c'est ce qu'on appelle, pour prendre un anglicisme aussi, le waterfall, c'est du leadership aux responsables, aux contributeurs individuels. S'assurer qu'il y a une communication et qu'on est ensemble dans le business. Absolument, la collaboration au cœur de la performance commerciale, Bruno. Oui, je pense qu'il y a vraiment énormément d'outils aujourd'hui qui sont au service du commercial pour aider son client à acheter. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, ce qui est important, c'est comment on va personnaliser, qu'est-ce qu'on va faire de ces outils, comment on va les utiliser dans son propre business, etc., avec les bons contenus. Et je vais juste terminer par un petit exemple vraiment tout bête, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses qui étaient très complexes, d'IA, etc. Mais aider son client à acheter, c'est par exemple, c'est l'aider à nous parler. Et pour moi, les médecins qui sont sur Doctolib, ils ont tout compris. Et les commerciaux pourraient en prendre de la graine parce qu'il y en a qui sont pas faciles à joindre. Et donc voilà, simplement, ne serait-ce que se poser des petites choses très simples, mais de dire comment je fais pour que ce soit facile de prendre rendez-vous avec moi, c'est tout simple et c'est très efficace. Entendu. Romain, un dernier mot. Ouais, alors le mot de la fin, je pense que le super pouvoir de tous les commerciaux, c'est de closer des deals au final. Donc voilà, je sais que c'est pas évident et on est tous là pour y arriver, pour vous aider. Et le dernier mot de la fin, faire une boutade par rapport à ce que Laurent disait. Oui, on propose ça, de savoir à quel moment les prospects s'arrêtent le plus. Et la réponse est toujours sur le prix. Dans une proposition ou une présentation PowerPoint, les clients et les prospects passent toujours le plus de temps sur le prix. Laurent, on n'a pas tout à fait terminé parce qu'il y a encore un dernier mot. Tu peux donner le tien si tu veux et ensuite je repasse la parole à François. Non ? Oui. Laurent, pardon. Non, il y a Laurent, on va laisser la parole à Laurent devant et après on passera à la dernière question de la salle. Merci. Donc, je crois sincèrement aussi sur le sujet, la technologie, les super pouvoirs. D'abord, il faut s'y intéresser clairement. Il faut mettre les mains dedans. C'est pas facile. C'est pas
intuitif pour beaucoup de commerciaux où on est sur, on préfère voir les gens, on préfère les rencontrer, on préfère parler avec eux. Mais en fait, toute la technologie va permettre d'être plus pertinent en face-to-face ou face à des clients, que ce soit en visio ou en réel. Et donc, elle est essentielle aujourd'hui. Et dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, il y a pas d'autre alternative que de se mettre dedans, quoi, si je puis dire. Merci Laurent. Moi j'aurais un mot à dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne technologie s'il n'y a pas de bon utilisateur. Alors c'est dans le Sales Enablement, il y a plusieurs utilisateurs puisque c'est collaboratif. On va prendre une dernière question. Alors c'est un peu plus qu'une dernière question, parce qu'évidemment avec tout ce qu'on a débattu, beaucoup de gens en ligne ou ici dans l'audience se dire mais finalement c'est compliqué ce rôle, qui prend, est-ce que c'est le marketing, est-ce que c'est les ventes? Et on a la chance d'avoir un responsable Sales Enablement dans la salle. Donc je vais le mettre un peu sur le grill, c'était pas prévu. Mais en très 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 peu de temps, il va vous expliquer ce qu'il fait, puisqu'il ne fait que ça. C'est Romain Brun de Cyber Angel. Il va venir ici, il va venir devant. Allez, viens Romain, allez. Désolé Romain, je voulais pas. Allez, on l'applaudit. Donc déjà il nous explique quel est son rôle au quotidien, et après je reprends la main. Merci François et merci pour tous les échanges. Mon rôle au quotidien, c'est un peu tout ça, c'est de faire que tout ça fonctionne en fait. C'est que les outils qu'on met à disposition, les contenus qui sont mis à disposition par les équipes marketing, product marketing, les formations qui peuvent être créées, que tout ça soit utile pour les commerciaux et qu'ils puissent faire leur job efficacement. Et mon rôle, c'est ça, c'est que cette machine finalement fonctionne au mieux. On parlait du nombre, je me rappelle pas du nombre de personnes impliquées sur un deal. C'est d'être sûr que toutes ces personnes ont accès à la bonne information au bon moment et que toutes ces équipes arrivent à travailler ensemble au mieux. C'est un peu ça le cœur de mon métier au quotidien. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites et je pense que ce qui est vachement important aussi, c'est que l'enablement et les outils qu'on utilise et toute la techno, c'est de s'assurer que les commerciaux ont tout ce qu'il faut pour travailler au mieux. Et ça a été mentionné un petit peu à la fin, mais je pense que l'inverse est aussi extrêmement important, c'est comment la techno aide finalement à ce retour d'information du terrain. Alors les équipes marketing, évidemment, au quotidien, on travaille beaucoup là-dessus, mais je pense que la techno permet aux commerciaux de faire remonter, en partie aussi de manière automatisée, beaucoup d'informations qui permettent d'être beaucoup plus efficaces, etc. et qu'ensuite les équipes puissent leur mettre dans les mains des choses qui sont encore plus efficaces. Eh bien, merci beaucoup à vous. Vas-y, termine, tu as le dernier mot vraiment, le dernier, vas-y. Merci beaucoup Romain, je vous assure que c'était absolument pas prévu, mais je sais que Romain maîtrise complètement son sujet. Il pourra venir la prochaine fois. Et comme d'ailleurs je suis un marketeur, comme Julia, vous savez quoi, ce qu'on va vous donner en suivi, en nurturing, comme on dit en marketeur, on va évidemment vous proposer la vidéo où Romain échangent ensemble sur le Sales Enablement. Voilà. Et puis surtout, on vous invite pour le 18 octobre au matin. Bien sûr. Et on parlera justement d'onboarding, de montée en compétences, de formation, de fidélisation également des commerciaux, parce qu'on sait que c'est pas facile aujourd'hui. Quelle autre très grosse partie du Sales Enablement qu'on a volontairement un peu escamoté aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas assez de place en 1h30 pour tout couvrir. La preuve, on a terminé, il est juste 10h30, donc nous avons officiellement terminé. Yann, si tu veux dire vraiment le tout dernier mot. Non, on se retrouvera le 18, alors le 18 octobre, ici même, rue de Stockholm, et en ligne, bien entendu, sur LinkedIn, sur les médias sociaux, sur Zoom, partout, quoi, sur la terre entière. Voilà, alors maintenant, je termine le streaming, pour ceux qui nous regarderont en replay ou en streaming, et puis vous pouvez continuer encore quelques minutes ici en ligne sur Zoom à dialoguer avec nous, et puis juste quelques instants, bye bye streaming, dites au revoir à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.